L'intelligence artificielle contrôle déjà le monde en finance. C'est déjà complété. Au complet, là. C'est déjà fait. C'est déjà l'intelligence artificielle est avant, de mon point de vue et du point de vue de bien des gens, est plus important dans le processus décisionnel que les êtres humains eux-mêmes. Si Aladdin, qui possède probablement une bonne partie qui gère en fait probablement une bonne partie, peut-être pas la majorité, mais assez de titres de dette de l'État canadien, décide, ou allemand ou n'importe quoi, là, décide de tout vendre d'un seul coup, en 1 minute. La minute d'après, le Canada est en faillite. BlackRock a commencé à investir, entre autres, dans Tricon Residential, qui est une compagnie canadienne basée à Toronto qui fait ça. Ils sont pas les seuls, mais je pense que c'est assez important de dévier peut-être un petit peu de BlackRock puis de s'attarder à ce phénomène-là. C'est qu'ils se mettent à acheter des maisons, puis c'est parce que là, présentement, ils sont dans l'accélération. Présentement, 30% des transactions immobilières de maisons en Amérique du Nord, c'est des firmes d'investissement qui achètent. Eux, ils ont un avantage au niveau des liquidités parce qu'ils peuvent emprunter à des taux d'intérêt minuscules. Ouais. Puis, en fait, ils achètent au-dessus du marché. Fait que le marché ne peut jamais baisser. Il ne peut pas avoir de correction. C'est tellement en accélération. En 2030, à peu près 40% du marché nord-américain appartiennent à des gros fonds. Philippe Langlois est politologue. Il a un bac et une maîtrise en sciences politiques. Il a fait 5 ans de doctorat en sociologie. Il est enseignant au collège militaire et il a été chercheur pendant 15 ans en économie politique. Il est surtout un puits apparemment sans fond d'informations. La dernière fois que j'ai vu Philippe, je lui ai dit « Ce serait vraiment bien de te recevoir à mon balado. De quoi tu aurais envie de parler? » Je lui ai donné carte blanche et ça a donné cette superbe conversation sur le Big Three ou BlackRock, Vanguard et State Street. Dans les dernières années, il y a plusieurs sujets sur lesquels des voiles sont tombés. Par exemple, la crise climatique, les opinions ont changé, on s'est mis à se rendre compte qu'on était manipulé. Ben, un sujet, en tout cas moi, que je connaissais pas, c'est ces fameuses méga corporations qui dirigent le monde, parce qu'on s'est posé beaucoup la question dans les dernières années, mais qui dirige? Et là, il y a des noms qui sont mis à sortir, dont BlackRock, Vanguard. Et aujourd'hui, c'est de ça qu'on va parler. Philippe, avant toute chose, j'aimerais ça que tu nous dises pourquoi c'est un sujet que tu connais aussi bien et que tu te sens ferré pour venir m'en parler aujourd'hui. Moi, en fait, je vais parler de ma formation. C'est ce qui me permet de pouvoir parler de ce sujet-là. Moi, j'ai gradué bac et maîtrise en sciences politiques. J'étais profil relations internationales à l'UQAM. Mais dès le début de ma maîtrise, en fait, même si j'étais en relations internationales officiellement, j'avais étudié le pouvoir tout mon bac. Puis, en fait, au début de ma maîtrise, moi, ce qui m'intéressait, c'est de savoir où le pouvoir se retrouve réellement, en fait, ou le pouvoir politique. Puis plus je fouillais, plus je me rendais compte qu'en fait, le pouvoir politique se retrouvait, ça c'était avant la crise de 2008, se retrouvait en finance, en fait, à Wall Street et bien d'autres endroits. Donc, je me suis dirigé vers la finance, même si je n'avais pas nécessairement une affinité pour ça. Je me suis dirigé vers l'économie politique, mais l'économie politique du système financier très particulièrement. J'ai fini mon premier jet de mon mémoire de maîtrise sur les crises financières, quelque chose comme 6 mois avant, en mars 2008, donc à peu près 5 mois avant la crise de 2008. Je suis devenu pas mal populaire avec mes amis à ce moment-là. Tout d'un coup, les gens me posaient des questions sur mon mémoire de maîtrise. Puis ensuite, j'ai continué un doctorat en sociologie, donc en sociologie financière, sociologie de la finance, toujours à l'UQAM, un doctorat que j'ai pas continué parce que ça me tentait pas de faire 3 dépressions sur 12 ans, mais que j'ai quand même vraiment pu approfondir le sujet. Fait que pendant 10 ans, en fait, j'ai fait de l'économie politique du système financier. J'ai travaillé dans des groupes de recherche qui ne portaient que là-dessus, sur aussi ce qu'on appelait à l'époque l'overclass, donc ce qu'on pourrait appeler maintenant l'oligarchie financière. Ouais. Et j'ai fait beaucoup de contrats de recherche là-dessus, etc. À partir de 2015, j'ai comme laissé tomber ça de côté parce que je cherchais toujours où se trouve le pouvoir. Puis j'ai eu l'impression que finalement, ça se trouvait peut-être un peu plus dans les idéologies politiques. Fait que je me suis plus penché là-dessus. Mais il reste que pendant 10 ans, j'ai fait ça avec une passion folle, c'est-à-dire vraiment étudier le système financier, mais le pouvoir politique. Donc, pas me demander où investir vos REER, ça, c'est pas mon truc. Par exemple, quel pouvoir se trouve dans le système financier, ça, c'est mon truc. Est-ce qu'à ce moment-là, tu avais déjà entendu parler de BlackRock et Vanguard? Non, c'est vraiment récent. J'ai un peu honte, en fait. Parce que
Ben, déjà, c'était pas aussi gros que ce l'était. C'est surtout après la crise de 2008 que BlackRock a vraiment explosé, mais OK. on n'en parlait pas, on les connaissait pas. Peut-être que certains de mes collègues au doctorat les connaissaient, Mhm. mais moi, je les connaissais pas, on n'en parlait pas vraiment. C'était pas encore les Non, gros c'est requins, là. ça. Puis Ouais. ça a commencé, je me suis rendu compte qu'ils ont commencé à apparaître dans les médias un peu après que moi j'ai cessé là, d'étudier à fond ce sujet-là. Donc j'ai peut-être déjà vu passer ça, mais j'ai pas accroché Ouais, sur c'est le ça. coup. Puis c'est vraiment juste dans les dernières années, en fait, c'est quand quelqu'un m'a dit BlackRock contrôle le monde, puis là je me dis bon, on exagère un petit peu, je Mhm. m'en vais vérifier, puis là je me rends compte, oh. Oh, BlackRock oh, contrôle le monde. c'est peut-être une exagération de dire ça, mais pas beaucoup. Et peut-être que c'est Ouais. pas une exagération de Ouais, dire ça. en fait, c'est ce qu'on va démontrer aujourd'hui. Là, Exact. tu vas nous expliquer c'est quoi ces compagnies-là. Tu appelles le Big Three. Oui, Alors, il y en a trois. Peux-tu nous parler de ces trois compagnies-là, puis on va faire un peu d'histoire? exact. Ben, en fait, on peut commencer, mettons, s'il y a des gens qui sont devant leur écran présentement, ce qui est fort possible en Ouais. nous écoutant, ils peuvent aller sur Yahoo Finance. OK? Puis là, ils vont sur Yahoo Finance. Je vais laisser le temps de taper. Puis, en haut, il y a une recherche de ticker où en fait, on peut mettre des noms de compagnies. Puis, en mettant le nom d'une compagnie, on peut avoir le nom des principaux actionnaires de cette compagnie-là. Donc, ça va être des compagnies à actions, qui sont la grande majorité des grosses compagnies dans le monde. Ouais. Et si ces gens-là mettent la compagnie Microsoft, par exemple, ils vont se retrouver avec les trois premiers investisseurs, je sais parce que je l'ai vérifié hier, ils vont se retrouver avec Vanguard, BlackRock, puis State Street, qui ont à eux 3, peut-être 20-25% de la compagnie Microsoft. Wow. S'ils vont avoir JP Morgan, qui est une des plus grosses banques au monde, il va avoir Vanguard, BlackRock, State Street. S'ils vont Pfizer, ils vont avoir Vanguard, BlackRock, State Street. S'ils vont Google, même chose. S'ils vont voir Lockheed, qui est une énorme compagnie d'armement, qui n'aime pas trop Ouais. qu'on parle d'eux, mais qui sont Ils sont très connus gigantesques. quand même, ouais. Boeing, Palantir, qui est une compagnie semi-CIA, semi-Wall Street, qui est une compagnie Souvent invité au Bilderberg, au meeting des Oui, Bilderberg. qui sont une compagnie essentiellement de surveillance de données, mais pour la C'est CIA, on drôle qu'il peut s'appelle comprendre. Palantir. Je sais. Étant Je trouve une ça geek un peu fantastique. finie sur Le Seigneur des Anneaux, c'est assez spécial Les comme choix. gens qui connaissent Le Seigneur des Anneaux vont apprécier c'est parfait comme Ouais, nom de c'est parfait, c'est compagnie. gossant en même temps. Palantir n'est pas une giga compagnie comme Facebook Ouais. ou Google, mais c'est une compagnie très clé, en fait. Exact. Et les trois premiers actionnaires vont être Vanguard, BlackRock, State Street, peut-être pas exactement dans ce... Puis ça va être la même chose pour Facebook, ça va être la même chose pour Tesla, ça va être la même chose pour Disney, ça. ça va être la même chose pour Netflix. En fait, sur les 500 compagnies, il y a le Standard Poor's 500 qu'on Ouais. appelle, là, c'est les 500 plus grosses compagnies À la américaines. bourse. Sur la moitié au moins, sinon 60% de ces compagnies-là, ils sont tout simplement les trois premiers actionnaires. Et ils sont parmi les 4 ou 5 premiers actionnaires dans les 500. Wow. En fait, ils possèdent à eux à peu près 15%, 20% du marché des actions américains. C'est Et énorme. 10%, c'est plus que titanesque. Ouais, ouais. C'est indescriptiblement énorme. Qu'est-ce qu'il représente en termes de dollars? En termes de Ces trois dollars, compagnies-là. BlackRock, puis là, c'est important aussi de mentionner que c'est pas nécessairement les actifs de BlackRock puis de chacune de ces trois compagnies-là ne leur appartiennent pas en tant que tels, c'est des fonds d'investissement. C'est-à-dire que avant de donner les chiffres, c'est important de mentionner que des fonds d'investissement, dans le fond, c'est comme, si on y va simple, c'est comme si nous deux, on voulait investir en bourse, mais moi, j'y connais rien, puis toi, tu as commencé à écouter des vidéos sur YouTube. Je te laisse, tu fais tes recherches, fait que je te dis, toi, tu as l'air d'y connaître, moi, j'ai pas le temps de m'occuper de ça, fait que je te laisse mon argent, puis toi, tu gères ton argent et mon argent. Puis là, mettons que tu réussis vraiment bien, tu vas gérer l'argent de ton voisinage ou peu importe. Un fonds d'investissement, c'est ça, c'est quelqu'un qui gère l'argent des autres. Ouais. Donc, BlackRock n'est pas nécessairement propriétaire des fonds qu'on leur prête. Par contre, c'est eux qui les gèrent. C'est eux qui décident qu'est-ce qu'ils font. Ils ont une responsabilité avec cet argent-là. Et ils ont le pouvoir de choisir où ils investissent. Ouais, Et donc ça leur donne un pouvoir gigantesque sans avoir à être propriétaire de tous ces actifs-là. Fait que BlackRock vaut à peu près 10, ça dépend là, des mois, là, parce que ça bouge beaucoup, mais à peu près 10 000 milliards de dollars qu'ils gèrent. 10 000 milliards. Okay. 10 000 milliards. Ça fait beaucoup de zéros sur une calculatrice. Oui.
Vanguard, c'est à peu près 7 000 milliards. Puis State Street, c'est entre 3 et 4 000 milliards environ. Petits joueurs. Oui, les trois. sont mignons, State Street. Ils sont tout petits. C'est les petits bébés. Fait que c'est des fonds d'investissement, dans le fond, qui valent entre 20 et 23 000 milliards présentement à 3, effectivement. Et mais ça représente... C'est des chiffres qui n'existent pas dans l'histoire du capitalisme. Dans le sens qu'il n'y a jamais eu des compagnies qui ont eu un pouvoir de la sorte. Jamais. Est-ce que ça a un lien avec l'inflation? Parce que c'est sûr que là, plus ça va, plus l'argent... Tu sais, avant, 1 million, c'était énorme. Maintenant, 1 million, ça vaut quasiment plus rien. Ben, c'est sûr qu'il y a ça, mais même si tu regardes en pourcentage des actifs financiers, c'est du jamais vu. Okay. C'est vraiment du jamais vu. Il n'y a jamais eu... Parce que à eux trois, ils valent à peu près l'économie américaine ou chinoise. C'est incroyable. Pas les deux, pas économie américaine et mais chinoise. C'est les deux grandes économies mondiales. Exactement. Quand même. Donc, ils représentent à eux l'équivalent d'une puissance mondiale, d'un pays puissance mondiale. Oui. Écoute, je sais qu'il y a une loi aux États-Unis qui existe, je ne veux pas te bypasser un peu dans où on s'en allait, là, mais qui est contre les monopoles. C'est illégal d'avoir un monopole. Elle n'est plus vraiment utilisée maintenant. C'est c'est la loi antitrust qui a été développée pour Rockefeller. Puis Rockefeller, à l'époque, il contrôlait l'ensemble du marché du pétrole. Ouais. Puis il a réussi de toute façon à bifurquer à gauche puis à droite pour comme respecter la loi sans vraiment la respecter, tu sais. Mais la loi antitrust, elle existe présentement, mais elle est très peu utilisée. Mais c'est parce que qui pourrait l'appliquer? C'est des gens qui sont plus puissants. Mais c'est parce que c'est eux qui décident. Parce que le concept de l'oligarchie financière, c'est qu'ils ont acheté une grosse partie du pouvoir politique. C'est ça. Donc, je vois mal le président des États-Unis aller dire « Ouais, mais là, tu peux pas. » En fait, même le président des États-Unis n'est pas tellement puissant face à cette c'est pas de toute façon comme s'ils sont pas dans la même équipe. C'est ça l'affaire aussi, c'est que on va en parler plus tard, mais il y a vraiment une fusion, là, ça c'est vraiment une idée essentielle, c'est qu'il y a une fusion entre l'élite financière, puis, qui est pas nouvelle, là, puis l'élite politique, mais qui atteint des sommets là, de grossièreté, en fait, presque, là, puis on fait plus vraiment semblant de se cacher. Non, c'est ça qui est spécial depuis quelques années. Il n'y a plus rien de caché, mais ceux qui ne veulent pas voir continuent de ne pas voir. Effectivement, mais tout est là de façon vraiment... mais depuis plusieurs... Ça, c'est quand même la fusion. Tu sais, je donne un exemple, mais chaque nouveau président va nommer son secrétaire au Trésor, tous les responsables de son équipe économique. C'est tout le temps des banquiers. C'est tout le temps des gens qui viennent directement soit de BlackRock, de JP Morgan, de Chase Manhattan Bank, etc., Puis, ça, c'est un président après l'autre, là, qu'il soit bleu ou rouge. Il y a vraiment... Là-dessus, il n'y a aucune différence entre les démocrates et les républicains. Ils sont plus verts, en fait. Ils ont la couleur de l'argent. Exactement. Pas vert dans le sens environnementaliste, mais vert dans le sens greenback. Oui, c'est ça, exact. Parlons d'histoire un peu, parce que je pense que c'est BlackRock qui est le gros joueur. C'est de lui qu'on va parler. Mais tu sais, on pourrait, si on avait du temps à l'infini, on pourrait parler des deux autres qui sont vraiment intéressants aussi, là. On va plus parler de BlackRock parce qu'ils valent plus, puis ils sont plus important, même si en général Vanguard possède plus d'actions. BlackRock a les mains plus longues, a des tentacules absolument partout, puis vaut plus. Fait que j'ai décidé d'aller me concentrer un peu plus là-dessus. Puis en fait, c'est une firme, je vais parler de BlackRock, je vais aussi parler de son fondateur, qui s'appelle Larry Fink. Non, qui est tout nouveau maintenant, je le connais très bien, mais avant 2021, j'avais jamais entendu Personne ou à peu près le connaissait. Il fallait vraiment être à Wall Street pour le connaître. Il est assez présent dans les médias financiers, mais dans les médias normaux, qui ne traitent pas de finances, on n'en entend à peu près jamais parler. Contrairement aux Bill Gates, Elon Musk, etc. Lui reste semi-anonyme. Il va être connu par Wall Street, mais il ne veut pas nécessairement être très populaire auprès du restant de la population, puis il ne gagne pas non plus à l'être. Puis Larry Fink, donc, en fait, c'était un homme qui a gradué, comme moi d'ailleurs, en sciences politiques. Je trouve qu'on se ressemble un petit peu, à part que lui, il est multimilliardaire. Puis qu'il n'y a peut-être pas forcément le compas moral qui pointe à la bonne place. Non, effectivement. Ça dépend. Lui a probablement l'impression qu'il y a un bon compas moral, mais on pourrait remettre ça en question. Les gens peuvent s'auto-illusionner sur bien des choses. Ouais. Puis, en fait, lui, après avoir été en sciences politiques, il se rend compte que le pouvoir est effectivement ailleurs qu'en politique, il est en finance. Fait qu'il va en finance, puis c'était les années 80, la finance, Wall Street redécollait après une longue pause où il n'y avait plus tant de pouvoir que ça.
Puis Larry Fink, il va être conseiller financier, ben pas conseiller financier, comme conseiller en investissement dans une banque qui s'appelle la First Boston Bank. Puis il va devenir une star très rapidement parce qu'il a une capacité d'innovation incroyable. Il a comme un flair fantastique. Il spot là exactement où la finance va se développer puis va devenir gros. Fait qu'à une époque où tout le monde s'occupe d'actions, lui, il s'occupe des bons du trésor, qui était considéré comme super nerd, en fait, puis vraiment plate. Puis finalement, 2-3 ans plus tard, les gens se rendent compte, OK, t'as vraiment fait beaucoup d'argent. Il va être un des premiers à développer sur les hypothèques qui deviennent des actifs financiers, ce qui va devenir plus connu en 2008 parce que c'est ça qui va exploser. Puis il devient une star à First Boston, puis il fait une gaffe un moment donné, puis il fait gagner 1 milliard, mais il fait perdre 100 millions en quelques jours à la banque. Fait que là, il est renvoyé, va-t'en, t'es pas bon. Puis là, il y a comme un 2-3 ans où on l'imagine, genre dans son appartement, tout seul, en train de vouloir se venger contre le restant du monde. Et une couple d'années plus tard, il décide de se reprendre et il fonde la société BlackRock, probablement avec beaucoup d'aide. Et c'est pas lui qui a décidé, il devait avoir des bons amis. En 1988. Et la compagnie, la première décennie, avance, puis vu qu'il n'y a pas beaucoup de fonds, il utilise toujours son flair, puis il fait grossir la compagnie assez vite quand même, mais il part de pas grand-chose. Puis en 2001, il rentre en bourse à la bourse de New York, à Wall Street, ce qui en général est comme une étape qui veut dire que tu es rendu quand même assez gros. Ouais. Puis là, il s'en va beaucoup, encore une fois, toujours dans les secteurs de pointe. Fait que lui, il s'occupe des hypothèques qui, à partir de 2000, deviennent vraiment, vraiment un gros marché qui va exploser en 2008. 2008, il y a mal un peu. Parce que ça explose. Un peu. Ouais, il l'a pas vu venir? Ouais, mais je pense qu'il l'a vu venir un petit peu. Parce que très rapidement, en fait, sa firme se spécialise dans ce qu'on appelle sécuriser des dettes, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on fait avec de grosses dettes toxiques, puis à l'époque, toutes les banques avaient ça. Fait que toutes les banques se retournent vers lui, puis disent, ben là, on est pogné avec des grosses dettes toxiques dégueulasses, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Puis lui, évidemment contre frais, leur dit comment gérer ça. Et même la Réserve fédérale, donc la Banque centrale américaine, va aller le voir puis va dire comment on fait pour nettoyer le système. Mon Dieu, il avait vraiment trouvé la solution? Ben, il était très, très, très fort, puis il y avait des outils extrêmement forts déjà à l'époque. Et là, c'est là qu'il a commencé à exploser. Okay. Parce que le deal qu'il a fait avec la Réserve centrale américaine, c'est qu'il les a aidés vraiment à gérer un système en crise. Ben, pas juste la dette de la Banque centrale américaine, mais surtout la dette de tout le système bancaire, qui à l'époque était tout en train de s'écrouler au complet. À cause de 2008. Oui. La crise de 2008 était en train de tuer le système bancaire américain au complet si on faisait rien. Oui, on se souvient que ça allait vraiment mal pour les banques. C'est un peu lui qui a sauvé, en fait, le système financier à l'époque parce qu'il y avait exactement la spécialité dont il avait besoin. Il était toujours à bonne place. En fait, lui, il est tout le temps à bonne place au bon moment, avant tout le monde. T'sais. Puis, à partir de ce moment-là, en fait, il s'est fait payer quelque chose comme 42 millions, je pense, par la Banque centrale américaine, ce qui est des peanuts. Sauf que c'est 42 millions plus certains... bonus? Pas bonus en argent, parce que c'est quelqu'un d'intelligent. Lui, il sait que de la Banque centrale américaine, ce qu'il pouvait avoir, c'est pas mal plus intéressant que juste de l'argent. C'est des avantages compétitifs, c'est des deals, c'est des liens vraiment spécifiques. Et à partir de ce moment-là, là, BlackRock se met à exploser. On parle de quelle année? On parle de 2009-2010. Vraiment tout là, de suite il part de 1,3 trillion, donc 1300 milliards. Puis une décennie plus tard, il vaut son 8-9 000 milliards. Fait que 8,3 trillions. Ouais. Fait qu'à ce moment-là, il fait x10. En 10 ans, il fait x10. Incroyable. En termes de gestion des actifs. Tout ça parce qu'il y avait un bon flair. Ben, manifestement, écoute, je peux pas savoir exactement c'est tout ça, ce qu'il a fait, mais je crois moyennement au hasard dans des affaires de même. Il y a définitivement un bon flair, puis il sait faire les deals avec les bonnes personnes, mais on va y revenir tout à l'heure, mais il y a des petits outils magiques aussi qui lui permettent de faire ce genre d'affaires-là. Il y avait sûrement aussi de très bonnes connaissances, parce que là, s'ils l'ont choisi, le gouvernement, c'est qu'il y avait quand même déjà... Ben, c'est parce évidemment, à Wall Street, il faut que tu aies des connexions. Exact. Si tu veux le moindrement devenir gros, c'est des connexions qui s'entretiennent au golf ou au restaurant. C'est hors de tout ce qu'on peut voir. C'est ça, c'est une clique. Puis c'est
qui tu connais, puis qui tu connais, qui connaît quelqu'un, etc. Ouais. Ça, c'est énorme. C'est pas quelque chose qu'on peut voir en tant que chercheur. Non, On c'est sait que ça ça. existe, mais je peux pas, moi, C'est pas sur dire, OK, papier. lui puis le vice-président de la Réserve fédérale étaient au golf Non. 3 fois par semaine. Comme cette fameuse photo avec Patrick Lagacé et Dubé où on les voit jouer au golf. Là. Ah, Tu ouais, sais, ça se des voit, je fois, la il y a des connaissais pas, photos, celle-là. tu sais, Ouais. mais Mais en général, il s'arrange pour pas qu'il y ait c'est de ça. photos, Ouais. justement. Ouais. Fait que, tu sais, ça a dû l'aider, mais il y a aussi beaucoup d'autres... il y a aussi beaucoup d'autres outils qu'il a utilisés. Mais il fallait quand même il faut qu'il y ait du flair. À la base, il faut vraiment... Moi, quand je regardais ça, j'étais comme... Lui, il était dans les hypothèques en 87, alors que personne ne savait c'était quoi. C'est ça. Pendant 15 ans, personne n'était au même au Puis que ça courant allait que ça devenir existait. le gros truc. Là. Mais pas 2 ans plus tard, 15 Beaucoup ans plus plus tard. tard, ça allait devenir gros. Puis c'est pratiquement lui qui a inventé ça. Donc, Ce qui a créé la bulle, finalement. ouais, c'est mais, lui qui- mais beaucoup, 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 beaucoup plus tard. Quand lui a commencé là-dedans, c'était minuscule, Mais juste pour personne ceux qui ne comprenait. connaissent pas ça, là, Ouais. c'est parce qu'il n'a pas créé les hypothèques. Ce qu'il a Non. créé, c'est l'espèce de stratège en arrière. Ben, c'est de transformer, tu sais, si toi, tu es une banque, puis moi, je suis quelqu'un qui veut une hypothèque, je m'en vais, normalement, ce à quoi on s'attend, c'est que moi, je m'en vais te voir, tu me prêtes de l'argent, je te dois de l'argent. Ce que Wall Street a fait avec, puis qui a explosé en 2008, avec ce lien-là, ça, c'est un lien économique bancaire, tu sais, Ouais. normal, c'est que toi, la banque, sans nécessairement même que moi, je suis au courant, c'est que tu vas prendre un paquet d'hypothèques, puis tu vas les transformer en actifs financiers, puis tu vas les vendre à des investisseurs. Fait que toi, tu vas devenir un intermédiaire où est-ce que tu vas recevoir les hypothèques de tout le monde, mais ensuite, tu vas verser ces montants-là dans les produits financiers que tu as vendus à des investisseurs. Fait que c'est ce qu'on appelle la financiarisation des hypothèques, dans le fond. C'est ce qui a mené au marché des subprimes, etc. Puis c'est lui qui a été un innovateur là-dedans. C'était tout petit au début, puis c'est devenu gigantesque à la fin. Maintenant, de nos jours, aux États-Unis, au Canada, depuis longtemps, si tu as une hypothèque avec une grosse vente, avec une grosse banque, la banque va titriser, ce qu'on appelle, en faire un titre financier, puis elle va vendre ça sur les marchés. Systématiquement. Desjardins le fait, c'est comme, il faut regarder. Aux États-Unis, c'est systématique. Même après 2008, ils ont continué de faire ça. Oui. Pendant un bout, il y a eu comme une petite hésitation, puis ensuite, c'est reparti. Ça marchait si bien. Oui. Wow, OK. Donc, Larry Fink. Continuons avec Larry Fait Fink. que, ben, c'est ça. Fait que dans le fond, tu sais, il est devenu gigantesque. Donc, à partir du moment où est-ce que là, il vaut 8-9 000 milliards de dollars, là, juste avec sa masse, en fait, il peut s'asseoir à n'importe quelle table puis parler avec n'importe qui. C'est ça. Et il a refait le même truc parce qu'en 2020, au début du COVID, il y a eu une grosse crise financière, mais qui a duré comme 1 mois et demi à peu près. Où est-ce que, on a comme oublié ça. De ça. Oui. Puis, en fait, à partir du moment où il y a eu une crise financière, Trump lui-même a été le chercher. Il a été chercher Larry Fink pour pouvoir l'aider à, encore une fois, gérer, au nom du gouvernement américain, là, gérer des dettes toxiques. Et ça a été une opération encore plus grosse qu'en 2008. C'est juste que ça a passé vraiment un peu inaperçu. Mais en gros, Larry Fink a encore fait un deal avec la Réserve fédérale, avec le gouvernement américain, pour à nouveau utiliser ses capacités et ses outils pour sauver le système financier. Et là, encore une fois, ben, il y a des retours d'ascenseur. Il ne fait pas ça gratuit, puis il ne fait pas ça pour quelques dizaines de millions de dollars qu'il reçoit quand il fait ça. C'est plus les faveurs en échange qui l'intéressent vraiment derrière ça. Puis selon toi, c'est pas assez payant pour que ce soit ça son intérêt. 42 millions de dollars, c'est pour un sa firme, trillionnaire. Mais c'est pas pour lui, c'est pour sa firme. Mais Ouais. je veux dire, c'est rien, là. C'est vraiment c'est rien. Mais par contre, la réserve fédérale aux États-Unis, c'est la banque centrale. Donc, c'est elle qui a le monopole sur la production de dollars. Fait que après ça, quand lui a besoin de liquidité, mettons qu'il a besoin de, je sais pas moi, 150 milliards de dollars pour acheter tel truc, il appelle la Banque centrale, puis on lui refile le 150 milliards de dollars à des taux d'intérêt qui sont complètement ridiculement bas, qu'il ne pourrait jamais avoir ailleurs. C'est quoi ridiculement bas? Ouais, ça dépend du taux d'intérêt directeur, mais ça va être comme un taux d'intérêt que toi puis moi, même une grande banque ne pourrait pas avoir. Aucune autre firme peut avoir
autant de liquidités à des taux d'intérêt aussi bas. C'est un autre monde BlackRock, pour ces oui. gens-là. Ils vivent pas dans le même monde que nous. Non, C'est fou, mais le là. pire, c'est que dernièrement, il y a Larry Fink, je pense, qui disait « Non, je suis comme quelqu'un de normal. » Oui, Puis là, t'es là, avec un peu ouais, de pompon, Mais là. c'est comme chez les milliardaires, c'est comme à la mode de dire qu'ils sont Ouais. normaux. Là. Ben, le gars aussi nous avait dit ça un moment donné, là. Ouais. C'était pas le... Ah, ou l'autre débile d'avant, Couillard, là, qui était comme... Puis il savait même pas combien ça coûtait l'épicerie, là. Mais il était un gars du peuple. Ouais, alors, OK. Fait que ça résume bien, c'est qui Larry Fink? OK, fait que là, maintenant, c'est comme le nouveau méchant qu'on aime plus. C'est un peu comme Klaus Schwab. Tu sais, ces nouveaux personnages qui sont apparus. Il est sur le conseil d'administration du Forum de Davos. Il est sur le conseil... Il est en lien avec la Banque mondiale. Il est en lien avec Bilderberg, je pense qu'il n'a jamais été invité. À Davos, je voulais dire. C'est ça. Il n'était pas à Davos? Il me semble Oui, que c'est ça. À Davos, il est sur le conseil d'administration. C'est ça, OK. Il est très proche. Il est sur plein de conseils d'administration, de plein de trucs. Il était vraiment un peu Fait qu'on peut constater, quand on voit un peu le profil, c'est quelqu'un qui veut... Il n'est pas juste avide d'argent, il est avide de pouvoir. Oui. C'est ça qui l'intéresse. De l'argent. Quand tu gères 20 000 milliards de dollars, t'es au-delà de l'argent. C'est ça. T'es plus même quand t'as 10 milliards de dollars. Je veux dire, la non, maison... parce qu'à un moment donné, c'est comme tu prends ta retraite, tu t'achètes une île, puis tu fermes ta boîte. Tu pourrais acheter la moitié de l'Australie, tu sais. Non, je veux dire, ces gens-là, ils sont au-delà... Il faut comprendre que ces gens-là sont au-delà de l'argent. Là. Je veux dire, la maison la plus chère au monde doit valoir à peu près 400 millions de dollars. Quand t'en as 150 milliards, c'est rien. Je veux dire, tu pourrais acheter 80 maisons la plus chère au monde. C'est plus une question... c'est une question d'acheter du pouvoir et du contrôle. Oui, du contrôle. Sur les gouvernements. Exactement. Est-ce que tu veux qu'on rentre un peu dans... Oui, ben on pourrait rentrer. En fait, moi, tu sais, ce que je vais essayer de défendre, dans le fond, avec l'entrevue aujourd'hui, ce que je veux dire sur BlackRock, mais aussi Vanguard puis State Street, c'est juste qu'on n'a pas le temps d'en parler, c'est que... Puis ça, c'est vraiment important. S'il y a une affaire que les auditeurs devraient retenir, c'est la thèse centrale de ce que je veux dire, c'est que avec le Big Tree, OK, ce à quoi on assiste, c'est quelque chose qui n'est jamais arrivé dans l'histoire du capitalisme. Mm-hmm. C'est-à-dire que le capitalisme, c'est un système que tu lises Marx, Ricardo ou tous les grands économistes de gauche, de droite, de centre, de tout ce que tu veux. C'est un système où l'économie doit être décentralisée, puis où la compétition est fondamentale. Ouais. Okay? La concurrence puis la décentralisation. C'est la fondation du capitalisme. Le seul organe qui, normalement, peut centraliser des décisions économiques dans un système capitaliste normal, c'est l'État. Puis même là, souvent, on va dire il faut que l'État soit minimaliste, etc. Ouais. Pour la première fois avec le Big Tree, BlackRock principalement, mais les deux autres aussi, c'est qu'on a un acteur privé qui n'est pas un État et qui est capable de coordonner l'ensemble du système, puis qui a des outils très, très clairs pour être capable de coordonner l'ensemble du système, puis pour centraliser tellement de pouvoir économique qu'on ne peut plus dire que c'est un système qui est décentralisé. Puis, tu sais, il y a déjà eu des trusts, il y a déjà eu Rockefeller, il y a Google, il y a Microsoft qui contrôlent des secteurs de l'économie. Ouais. Sauf que le Big Tree ne contrôle pas des secteurs de l'économie, il coordonne. C'est comme si dans la pyramide économique, à part si on enlève l'État, dans la pyramide économique des acteurs privés, il y a comme un nouvel étage qui s'est rajouté au-dessus, qui n'existait pas avant, qui n'a jamais existé. Peut-être dans on pourrait dire la Compagnie des Indes orientales, genre en 1600 cucs, là, mais même là, il y a comme un nouvel étage, puis cet étage-là contrôle ce qui était déjà des monopoles sectoriels comme Microsoft ou comme Google. Cet étage-là contrôle puis coordonne, a la capacité, on va dire, de contrôler, puis parce qu'ils ne le font pas ouvertement, fait qu'on ne peut pas prouver, mais il a la capacité de coordonner toutes les grandes firmes américaines. Puis une partie aussi, parce qu'ils ne sont pas juste dans l'économie américaine, ils sont en économie canadienne, européenne, etc., mais ils sont surtout dans l'économie américaine. Et donc, on a, dans le fond, si ça continue, on pourra de moins en moins dire qu'on est dans un système capitaliste. On va parler de quoi? Une oligarchie? Ben, il y a des gens qui parlent... Un terme que j'aime bien, c'est Varoufakis, qui est l'ancien ministre, qui est comme une star un peu de la gauche économique, qui est l'ancien ministre des Finances de la Grèce. Lui, il parle de techno-féodalisme. C'est un terme catchy, mais c'est quand même pas c'est quand même pas fou comme terme. T'sais, on est un peu au-delà des mots parce que c'est comme quelque chose de nouveau qu'on comprend à peine. Mais si ça continue, puis là, pour l'instant, ça semble continuer, tu ne pourras plus vraiment dire que tu es dans un système capitaliste. Ça va être
comme ça marchera pas avec ce que tout le monde s'entendait pour décrire comment le capitalisme fonctionne. Le jeu est en train de changer vraiment vite. En fait, ce qui m'impressionne, c'est la vitesse à laquelle ils ont gagné du pouvoir parce qu'on avait une économie qui était déjà bien installée, des grosses corporations comme tu viens de nommer Microsoft, on parlait de Google, mettons fin 90, début 2000, c'était déjà eux, tu sais, quand on parlait de Bill Gates, c'était l'homme le plus riche du monde, tu sais, c'était déjà eux qui avaient le pouvoir, puis soudainement, ils arrivent par-dessus ça, puis ils nous montrent qu'ils peuvent même mais c'est comme une pieuvre sous-marine qui sort, puis là, t'as des gros navires partout, puis t'as celle-là qui est juste comme... C'est comme Godzilla, là. Ouais, c'est ça. Il y a Godzilla qui sort de l'eau. Autant de pouvoir à un moment où, tu sais, moi, si je décidais de me partir demain en affaires, j'y arriverais pas, là. Ben, il y a eu l'aide du gouvernement américain, ça, c'est clair. Ouais. Il y a... Puis... Ben, c'est difficile. Même après avoir étudié ça pendant 2 semaines non-stop, c'est difficile encore de comprendre exactement, mais je pense le mécanisme qui s'est mis en place. Je pense qu'il y a un mécanisme en particulièrement clé qui peut expliquer, en fait, pourquoi, puis c'est leur intelligence artificielle. OK. Puis ça, c'est une des affaires les plus fantastiques de BlackRock. Aladdin, il faut que je le regarde ici, là. C'est pour Asset Liability Debt Derivative Investment Network, qui en français voudrait dire réseau d'investissement en actifs passifs de dettes et dérivés. Mais en anglais, ça donne Aladdin comme un acronyme. En français, ça donnerait genre RIEPTD. C'est moins sexy. Ouais, ça sonne mieux en anglais. Ouais. Puis en fait, c'est que, tu sais, j'ai dit qu'il y avait toujours du flap. C'est que lui, dans les années 80, il a compris que l'intelligence artificielle allait être clé en finance. Il est quand même que dans les années 80, il savait déjà ça. Là. En 89, ou 88 ou 89, pratiquement au même moment où ils font de BlackRock, en fait, il crée Aladdin, mais il n'est pas informatique. Il va chercher du monde à gauche puis à droite. OK, ça date pas d'hier, là, Aladdin. Là. Non, ça date de 89. OK. C'est plus vieux que certaines personnes qui nous écoutent présentement. Oui, certainement. Puis Aladdin, en fait, au début, c'était un réseau relativement petit qui était limité avec ce qu'on pouvait faire à l'époque au niveau informatique. Mais déjà en 2000, Aladdin était devenu quelque chose de gigantesque. Puis même en 2000, c'était encore une époque où on utilise des ordinateurs pour investir, mais pas des intelligences artificielles. Non, c'est ça. Parce que là, c'est pas juste utiliser des ordinateurs, c'est qu'il y a un programme informatique qui décide de comment investir avant même que toi, tu décides de quoi que ce soit. Tu le préprogrammes. C'est très avant-gardiste. Exactement. Maintenant, c'est rendu très commun. C'est 70-80% des opérations financières sont faites par des intelligences artificielles. Lui, il a vu ça venir, mais comme bien avant tout le monde. Non seulement qu'il l'a vu venir, mais il a réussi à faire une intelligence artificielle qui était à ce point efficace qu'il a fait confiance. Exactement. Puis il a probablement investi beaucoup là-dedans, puis probablement, tu sais, à risque, parce qu'il ne savait pas nécessairement si ça allait fonctionner ou pas. Et maintenant, Aladdin vaut 22 000 milliards de dollars, donc à peu près l'équivalent du Big Tree. Parce que Aladdin gère le 10 000 milliards de BlackRock, mais Aladdin est loué à toutes sortes de firmes, toutes sortes de banques et à des banques centrales. La Banque centrale américaine, la Banque centrale japonaise, la Banque centrale européenne, à la Banque des règlements internationaux, la Banque mondiale. Ils travaillent tous avec Aladdin. Ils n'utilisent pas uniquement Aladdin, mais il y a une grosse partie de leurs actifs qui est gérée par Aladdin. Et c'est rendu une monstruosité, en fait, qui contrôle, j'ai les chiffres ici, c'est quelque chose comme 10% des actions à travers le monde, 17% des titres sur les dettes, et 50% de quelque chose, si on a le temps, on va peut-être revenir là-dessus, les ETF, pour ceux qui investissent en bourse, ils vont connaître. Et 50% des ETF. Oui, c'est gigantesque. Okay. Puis, à travers le monde? Oui, à travers le monde. Puis Aladdin, en fait, c'est que ce qu'il a compris aussi, c'est, tu sais, maintenant, on sait que le big data, il y en a qui disent c'est comme le nouveau pétrole, c'est comme tu sais, les données, genre, tout le monde veut des données. Lui, il a compris ça, Larry Fink, il a compris ça il y a bien longtemps, comme d'habitude. Et en fait, Aladdin pompe des données plus que n'importe qui sa planète
n'importe qui, n'importe quoi. Donc, ça lui permet de faire, en fait, des calculs qui sont fantastiquement précis et complexes et très, très, très complets. Il pompe des données, c'est météo, sur les récoltes d'oranges. BlackRock a acheté beaucoup, beaucoup et à fort prix des compagnies, des firmes qui étaient spécialisées dans la collecte de données pour pomper les données. Fait qu'en fait, tu sais, dès que tu dis « j'autorise telle affaire à faire ci ou à faire ça », tu es en train de pomper. Tu es en train de donner des données à BlackRock. Puis on autorise tout le temps. On autorise tout le temps. Si on veut vivre, on n'a pas le choix d'autoriser. Ce matin encore, j'ai autorisé Google à faire telle affaire, puis il y a une petite voix dans ma tête qui me dit « fais pas ça, fais pas ça ». Mais on a comme... Ouais, mais je veux savoir tel truc, je veux utiliser telle application. On doit se déconnecter totalement d'Internet, exact. Parce que du moment que tu navigues, le moindrement, tu as accepté. Tu donnes ton consentement. Exact. Puis souvent, ces firmes-là sont soit directement liées à BlackRock, soit ils ont été achetés par BlackRock, mais bref, ils pompent des données sur champ. Je pense que c'est quelque chose comme 5-6 000 super ordinateurs en série, machin chouette, cette intelligence artificielle-là. Puis BlackRock achète constamment des firmes pour pomper de plus en plus de données, puis ils l'ont fait avant tout le monde, en fait. C'est anxiogène un peu d'écouter ça, parce que tu te dis, c'est quoi l'idée derrière ça? Pourquoi ils veulent à ce point savoir comment chaque humain fonctionne? C'est quasiment comme s'ils veulent reproduire le monde réel en virtuel, mais sur un ordinateur. C'est pas un ordinateur, mais un réseau. Un réseau en fait. Puis c'est comme... Parce que dans le fond, c'est des archives aussi. Hein. Fait qu'ils sont en train d'archiver le monde économique au complet. Pas au complet, mais en grosse partie sur Aladdin. Là, pour l'instant, c'est en grande partie, mais il n'y a rien qui exclut, parce qu'ils sont dans une ascension. Puis ils visent très clairement au complet. C'est ça que c'est ça. C'est très, 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 ça très clair. Oui. Puis Aladdin est vraiment un outil clé. Puis tu vas aimer ça, mais en 2017... Larry Fink a lancé à l'intérieur de sa firme BlackRock le projet Monarch. 2017, excuse. Puis le but, c'était de remplacer tous les humains, les traders, par Aladdin, dans le fond. Fait que ça a été vraiment de juste nettoyer une grosse partie de la firme des êtres humains qui prennent des décisions pour tout concentrer le pouvoir décisionnel sur Aladdin, au point où, à partir de 2020, tu peux te dire, c'est-tu Larry Fink qui contrôle BlackRock ou c'est Aladdin qui contrôle BlackRock? Parce qu'au final, tout est décidé. Tu sais, souvent, t'as comme, je sais pas moi, le Matrice ou le film Terminator, genre les intelligences artificielles vont contrôler le monde. Ouais. L'intelligence artificielle contrôle déjà le monde en finance. C'est déjà complété. Au complet, là. C'est déjà fait. C'est déjà l'intelligence artificielle est avant, de mon point de vue et du point de vue de bien des gens, est plus important dans le processus décisionnel que les êtres humains eux-mêmes. Vous aimez mon contenu? Partagez-le, montrez-le en mettant une réaction comme un pouce par en haut, un j'aime, un commentaire. Toutes ces actions-là font une grosse différence dans l'algorithme. Je suis disponible sur Instagram, YouTube, Facebook et X, et maintenant en anglais sur YouTube et X. Mais c'est quand même Larry Fink qui est à la tête d'Aladdin. Fait que tu sais, c'est comme lui qui mais il pourra jamais comprendre ce qu'Aladdin peut comprendre. Mais tu sais, mettons l'argumentaire des gens qui défendent l'intelligence artificielle de ceux... Mettons que moi, je serais celle qui s'inquiète de l'intelligence artificielle. La réponse qu'on entend souvent, c'est être encore... Même j'entendais Yoshi Bengio, c'est son nom, celui qui... Yoshua Bengio, en tout cas, c'est toute réserve, je ne suis pas sûre de son nom, mais celui qui travaille à l'Université de Montréal, qui est un des pairs qui a développé l'intelligence artificielle. Il était justement invité à Bilderberg cette année. Il disait être encore stupide, l'intelligence artificielle. C'est lui qui disait ça, là, c'est pas un deux de pique au dépanneur. Puis il disait, parce qu'elle est organisée par des humains, c'est les humains qui ont quand même le contrôle sur l'intelligence artificielle. Donc, on pourrait dire, par rapport à ce que tu viens de dire, c'était une grosse affirmation dans la mesure où c'est quand même Larry Fink qui est en charge de Aladdin. Puis s'il décide de refaire, de la tweaker, excusez l'anglicisme, différemment, on va peut-être se retrouver avec quelque chose de complètement différent. Oui. Ou il décide de l'éteindre, il peut l'éteindre. On peut dire ça, effectivement, mais puis, tu sais, ça devient un problème philosophique rendu là, parce qu'en même temps, ce qu'on peut dire, c'est que ce que Larry Fink sait vient d'Aladdin. Quand Larry Fink veut savoir dans quoi investir, il demande à Aladdin. C'est sûr qu'il, jusqu'à quel point exactement, on ne sait pas, mais c'est clair qu'il demande à Aladdin. S'il veut un plan pour orchestrer, il s'est lancé dans l'immobilier. Ils sont en train d'acheter toutes les maisons qu'ils peuvent.
Ça, c'est vrai? Ouais, Aux États ou partout? partout. Puis, partout en Occident. Puis, au Canada aussi. 30% de l'immobilier qui est vendu présentement, mais ça, c'est très nouveau. Fait ils possèdent quelque chose comme 2-3% du parc immobilier, mais 30% aux États-Unis, au Canada. Okay. Pas juste BlackRock. Quelques firmes, dont plusieurs sont contrôlées par BlackRock. Ouais. Ils achètent, puis ils louent après, puis ils achètent toujours au-dessus du... Mais c'est eux qui font monter le marché? Mais ouais. Okay. Essentiellement, comment ça se fait que le prix des maisons monte sans arrêt? Mais c'est parce que 30% des transactions sont faites au-dessus du prix du marché par des firmes d'investissement, dont certaines sont soit achetées par BlackRock. Je pensais que c'était Bill Gates qui possédait les États-Unis. En ce moment, j'avais entendu qu'il y avait Bill Gates, plein c'est un nain comparé à BlackRock. Oui, mais en tout cas, oui, c'est un petit joueur, mais il n'a pas acheté comme lui, il y a des fermes. Ah, des fermes. C'est le plus gros propriétaire terrien, mais en tant qu'individu. Par contre, si tu regardes en tant que groupe ou organisation, c'est le Big Tree, parce qu'ils se lancent aussi dans les fermes. Ils veulent être propriétaires de tout. C'est aussi simple que ça. Mais c'est quoi leur motif? C'est quoi leurs intentions? Moi, je spéculerai pas sur leurs intentions. Je ne vais pas nécessairement leur en donner des bonnes, par contre. Mais je spéculerai pas sur leurs intentions. Mais ce que je sais, c'est que ça me tente pas que une intelligence artificielle avec 2-3 dudes avec des gros cigares à Wall Street contrôle le monde. Non, moi, ça me tente pas. C'est pas un beau scénario. Juste pour finir sur Aladdin, Aladdin est tellement utilisé dans le système bancaire et à Wall Street qu'il y a des gens qui disent que c'est impossible maintenant de compétitionner sans utiliser Aladdin. Mais pas des gens à BlackRock, d'autres firmes qui souvent sont en bonne partie appartiennent à BlackRock. Puis tu vois, je suis tombé sur une citation ici de Anthony Malloy, le président directeur général d'une compagnie qui s'appelle New York Life Investors, qui vaut juste 238 milliards. Un petit. Puis il a dit, Aladdin est comme de l'oxygène, on meurt si on n'en a pas. Ah, wow, OK. Fait que, puis, tu sais, Aladdin donne des conseils d'investissement à ces firmes-là, mais Aladdin peut très bien donner des conseils d'investissement dans des choses que Aladdin possède déjà. Fait il y a comme un conflit d'intérêts comme gigantesque, en fait. Donc, juste ça, tu sais, quand on parle de mécanismes de coordination des marchés, de coordination du processus de décision économique, juste Aladdin, c'est gigantesque. Aladdin peut faire faillite au Canada en 1 minute. Il y a cette possibilité-là. Dans le sens que décide de donner des mauvais conseils. Oh non, il y a juste à vendre toute la dette de l'État canadien qu'il possède. Parce qu'évidemment, ces firmes-là possèdent une grosse partie des dettes étatiques. Si en 1 minute, ils décident de tout vendre, puis de tout vendre les actions des compagnies canadiennes, 1 minute plus tard... Attends, mais c'est plus... ils ont acheté la dette, comment ils ont fait ça? Le Canada, à chaque fois qu'il emprunte de l'argent, ce qui, ces temps-ci, est énorme. Mais c'était pas la Banque centrale avant qui empruntait? Non, ça, c'est nouveau, ça. Ça date juste de 2020. Puis c'est très douteux comme... C'est un autre sujet, d'emprunter à la banque. Parce que la Banque centrale crée de l'argent, puis après ça, elle prête à l'État. Normalement, à chaque fois que le gouvernement crée un déficit, en fait, il doit emprunter de l'argent. Puis normalement, en fait, la Banque centrale, avant 2020, ne prêtait pas d'argent à l'État. C'est des fonds de pension, c'est des banques, c'est toi puis moi, c'est des titres du Trésor, c'est des... Fait que c'est comme... Au Québec, je pense que c'est à peu près 60% de la dette qui appartient à des institutions québécoises. C'est le fonds voyons... je sais ce que tu veux dire. Ce qui est fondé par Parizeau, j'ai comme un... Ça va nous revenir. Anyway, je sais ce que tu veux dire. Là, la grosse firme, qui est semi-étatique, mais il y a une grosse partie de ces dettes-là qui sont de plus en plus rachetées par des firmes qui ne sont même pas nécessairement canadiennes. Si Aladdin, qui possède probablement une bonne partie qui gère en fait probablement une bonne partie, peut-être pas la majorité, mais assez de titres de dette de l'État canadien, décide, ou allemand ou n'importe quoi, décide de tout vendre d'un seul coup, en 1 minute. La minute d'après, le Canada est en faillite. Mais pas juste le Canada, ils peuvent faire sombrer l'économie mondiale en Ils peuvent faire sombrer n'importe quelle économie à n'importe quel moment en 1 minute.
OK. Mais ils le font pas, pour l'instant. Ah, ils sont gentils. Oui, c'est gentil. C'est super gentil. Puis on voit bien là, qu'ils n'ont aucunement, ceux qui sont en charge en ce moment du monde n'ont aucunement l'intention Mais non. d'abolir les systèmes. Tous Non, les non, non, systèmes non. vont bien, on les garde Oui. comme ça. Tu sais, alors voilà, ça me fait pas peur du tout. On voit pas où ils s'en vont, là. OK. On s'en va où? Maintenant, avec Aladdin, oui, parlons des gouvernements. Oui, ben en fait, c'est ça. C'est aussi pour dire, on en a parlé tout à l'heure, mais c'est que, encore une fois, dans l'idée qu'on a un Big Three qui coordonne, en fait, l'économie américaine au moins, c'est que, j'en ai parlé, mais ils ont vraiment des liens. L'oligarchie financière a toujours eu des liens très proches. Comme je l'ai dit, républicains, démocrates, ça ne change pas. Ça, il n'y a aucune différence entre les deux. J'espère que la majorité Obama, des gens ont compris ça. Bush Jr., Bush Senior, Clinton, Trump, Biden, un ou l'autre, ils ont tout le temps des banquiers qui dans leur équipe économique. Ouais. Tout le temps. Puis c'est toujours les mêmes banques, puis c'est toujours l'élite de Wall Street, puis il y a toujours du monde de BlackRock. Puis c'est souvent du monde, ils passent de BlackRock, ils deviennent vice-conseil du Trésor, puis après ça, ils reviennent à BlackRock quand ils ont terminé leur mandat, ou JP Morgan qui appartient à 20% au Big Three, ou des trucs comme ça. Fait qu'ils ont vraiment un lien très, 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 très proche. Puis, je l'ai déjà dit, il y a vraiment une fusion qui fait en sorte que à un très haut niveau, tu sais pas si tu parles de politique ou d'économique, en fait. Puis c'est comme ça aux États-Unis, mais tu parlais de Philippe Couillard tout à l'heure. Philippe Couillard, il a fait ministre de la Santé. Ensuite, il a été à une firme à qui il donnait des contrats quand il était ministre de la Santé, une semaine après avoir démissionné. Je pense que sinon, c'était aux 2 jours. Subtil, non. Après ça, il est devenu premier ministre. Puis après ça, il a été dans une firme de consultants à qui il donnait des contrats quand il était premier ministre. Supporter cet homme. Puis la même chose avec Dominique Anglade. Puis, je veux dire, c'est assez tellement commun. gros, là. C'est commun. Puis là, à chaque fois que ça arrive, il y a peut-être un petit article dans les médias qui dit « Ah, c'est-tu correct? » Mais non, c'est pas correct. Non, c'est pas correct, les amis, mais c'est ça change pas. C'est ça. C'est ça qui est décourageant, en fait. C'est que c'est tellement gros, comme on disait tantôt, ils se cachent plus. Puis ils n'ont pas besoin de se cacher parce qu'ils sont rendus à un stade de toute puissance où, en fait, on se pose vraiment la question, qu'est-ce qui va freiner ça? Effectivement, puis parce que aussi, c'est que c'est loin de nous. C'est ça. C'est comme une espèce... Tu sais, l'overclass, c'est un terme qu'on utilisait souvent quand j'étais au doc, puis ça décrit quand même vraiment bien. Ils sont comme au-dessus. Ouais. Ils sont comme genre de nuages intangibles. Tu as l'impression que tu es un peu comme du bétail pour ces gens-là, genre de peu bétail cette impression-là, financier. Puis, tu les rejoins pas non plus. C'est que tu n'as pas accès à ça. Y a pas, on a de la misère à mettre de la pression sur un conseil municipal. Ah, c'est ça. Je veux dire, c'est difficile là, de mettre de la pression sur un conseil municipal pour changer un règlement. Ah ouais, c'est ça. Imagine quand tu es en train de parler de l'overclass. Ils sont comme... Puis ils contrôlent... Les gouvernements. Ils contrôlent l'économie, ils contrôlent le gouvernement, bref. Ouais. C'est comme... Fait que c'est vraiment loin, c'est vraiment difficile d'imaginer qu'est-ce qu'on peut faire. Mais j'imagine que c'est pour ça qu'il y a une espèce de regain de croyances spirituelles, parce qu'en fin de compte, tu dis qu'il faut s'en remettre à plus grand que nous. Ben, c'est parce qu'il y a, tu sais, il y a rien que tu peux faire. En fait, tu sais, souvent, quand tu regardes, je sais pas moi, des mystiques, à un moment donné, ils s'abandonnent. Ouais, ils cessent des Lâcher mystiques prise. chrétiens, bouddhistes, whatever. Ils font juste comme, regarde, il n'y a rien que je contrôle. Puis moi, je peux comprendre, effectivement, parce que tu regardes ça, puis tu te dis, je veux changer le monde, mais moi, je suis né avec l'intention de changer le monde pour en faire quelque chose de meilleur, comme bien des gens. Là, je regarde ça, puis plus j'apprends sur le monde, plus je me rends compte que il est dans les griffes de quelque chose de ouais, malsain. puis c'est comme tellement gros, puis tellement immense. Fait qu'à un moment donné, effectivement, il y a une espèce de lâcher-prise que je recommande à tout le monde, hein, qui n'est pas du défaitisme, qui est juste d'accepter qu'on a un certain effet. Je pense qu'il ne faut pas sous-estimer notre propre pouvoir Je pense de aussi. masse. Mais c'est sûr que il y a des moments où est-ce qu'il faut que tu te dises, OK, là, le contrôle que je peux avoir là-dessus est très, 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 très On va pas s'en faible. rendre fou, en fin de compte. Parce que c'est Effectivement. facile de devenir juste dans l'impuissance, la colère. Et comme le dit Yoda, ça mène au côté obscur. Et effectivement, puis le côté obscur, c'est pas juste à Wall Street. Hein. C'est un petit peu partout. Puis c'est à chaque fois que tu lis les médias, t'es comme tu te sens impuissant puis frustré, puis là tu veux que tout le monde se réveille puis pense comme toi.
T'es pas en train de te faire du bien, puis t'es pas en train de faire du bien à Non, la puis tu société. réveilles personne en faisant ça. Effectivement. Plate, là. Ouais, c'est mieux avoir des conversations comme on a en ce moment, que les gens peuvent partager. Puis... Ouais, ça, c'est probablement le mieux qu'on peut faire. Honnêtement, oui, fait Ouais. qu'on le fait. Ouais, On fait ce c'est qu'on ça. peut. Tu parles du gouvernement américain, puis tu as écrit l'Ukraine, tu veux Ouais. qu'on a... Parce Ben, que tu c'est sais, quand même un gros rapidement, dossier, ouais, c'est un l'Ukraine. gros dossier, mais je vais pas parler. Tu sais, c'est juste que l'Ukraine, puis ça, c'est pas ma formule, malheureusement, j'aurais aimé ça arriver avec cette formule-là, mais essentiellement, l'Ukraine s'est fait envahir par la Russie, mais s'est fait aussi envahir par un deuxième acteur qui est le capitalisme américain. Ah, carrément. Et ça passe un peu en dessous des radars, évidemment. Dans quel sens qu'ils sont fait envahir? Mais dans le sens que, tu sais, on donne à l'Ukraine, surtout les États-Unis, des C'est milliards, des incroyable milliards l'argent et des qu'ils ont milliards et donné. des milliards, mais ça n'a pas de sens. Puis plus on garoche du matériel militaire pour qu'il est comme brûlé dans une espèce de forge de feu infini, là. C'est comme une tank brûle. Le Mordor. Ouais, genre, là, effectivement. Puis, mais l'affaire, c'est que, puis ça a été super bien dit par McConnell, qui est le chef du Sénat présentement, aux Républicains. Je pense qu'il va prendre sa retraite bientôt, mais peu importe, peut-être qu'il l'a déjà pris. Quand on lui posait la question, mais ça n'a pas de sens, ce qu'on envoie comme fonds à l'Ukraine, il a répondu, mot pour mot, devant la caméra, il a répondu, vous inquiétez pas, en fait, cet argent-là, on l'envoie à des compagnies de défense américaines. Parce qu'en fait, c'est pas, on ne garoche pas 90 milliards à l'Ukraine, puis là, on leur dit faites ce que vous voulez avec. Ces fonds-là sont bloqués, puis sont conditionnels à l'achat de matériel américain, puis c'est des prêts la plupart du temps. Il y a toutes sortes de clauses, là, mais la plupart du temps, c'est des prêts. Ils injectent finalement cet argent-là dans des compagnies qui produisent du matériel de guerre. Exact. Et dont les actionnaires majoritaires sont BlackRock, Vanguard et State Street, State surtout Street. souvent à 20-25%. Fait qu'il y a 20-25% des profits qui viennent de ces ventes d'armement-là qui va directement à ces trois compagnies-là. As-tu regardé, parce que c'est une question vraiment hors propos, mais est-ce que tu as regardé, parce que la Russie aussi doit s'armer, leurs compagnies d'armement, est-ce qu'ils sont aussi possédés? Non, ils sont surtout domestiques. La Russie c'est ça. est très protectrice De de son territoire, Ouais. de sa capacité de faire une politique étrangère qui est pas influencée par des intérêts extérieurs, puis de certains secteurs économiques clés, dont la défense. Fait qu'ils ont leur propre système de défense. Donc, eux sont pas contaminés pour l'instant par le Big Tu sais, Three. il y a des histoires avec le Big Tree, avec McKinsey en Russie, mais de moins en moins présentement. Poutine doit Parce que sortir c'est ça, il est en train de les sortir, mais puis donc il est pas très il l'a déjà été un peu en partie probablement, mais c'est-à-dire influencé par essentiellement le capitalisme américain. Ouais. Mais il y a des secteurs que la Russie a toujours refusé d'ouvrir à des investissements étrangers en grande partie, dont le secteur de l'armement. Fait que là-dessus, ils sont pas très influencés. Ils seraient probablement pas en train de faire ce qu'ils sont en train de faire s'ils l'étaient. Parce que des fois, je me dis, parce que là, tu nous exposes quelque chose qui c'est vieux comme le monde. Là, c'est pas la première guerre que les États-Unis investissent dans une guerre à l'étranger, mais finalement, c'est ceux qui arment Israël. On pourrait en nommer quelques-uns. Là. Mais je me dis, ça doit arriver qu'ils arment les deux parties. Oui, t'sais? Mais là, dans ce cas-ci, non. Non, dans ce cas-ci, c'est vraiment juste, le côté ukrainien. Puis en fait, c'est que l'Ukraine, donc, maintenant, est un pays qui est couvert de dettes. Parce que la plupart de cet argent-là, c'est des dettes. Et ça, c'est un plan vieux comme le monde que la Banque mondiale puis le FMI ont fait dans les années 80. Mais essentiellement, tout le monde sait que l'Ukraine ne sera jamais capable. Une Ukraine qui sort de guerre, qu'elle gagne ou qu'elle perde, ne sera jamais capable de rembourser ces dettes-là. Et donc, qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? C'est vieux comme le monde. Là. Les gens qui ont étudié ça à l'université vont s'en rappeler. Là. Le FMI faisait ça tout le temps. Mais essentiellement, c'est comme, tu peux pas rembourser le prêt que je t'ai donné, mais tu vas me vendre des actifs réels. Tu vas me vendre tes terres agricoles, tu vas me vendre tes mines, tu vas me vendre des droits, tu vas me vendre ta main-d'œuvre cheap, tu vas me vendre, etc., etc. Puis en Ukraine, puis en Ukraine, c'est surtout des terres agricoles puis des ressources naturelles. Et ils sont déjà en train, et ça va perdurer, ils sont déjà en train de donner ces actifs-là à des grosses compagnies américaines comme DuPont, Cargill, Monsanto, dont certaines sont propriétés en partie des Big Three. Et
il y a un plan de relance de l'économie ukrainienne qui va être essentiellement un plan de vente de feu de l'économie ukrainienne au capitalisme américain. Et devine qui a été nommé par le gouvernement américain pour coordonner le plan de relance de l'économie ukrainienne? Pas Larry Fink. Oui! Ah, c'est BlackRock. incroyable! BlackRock. Je ne sais pas comment tu as fait pour deviner. Je sais, BlackRock c'était dur à et faire. McKinsey. Ah, mon Dieu. Je Mais pour sais. ceux qui ne savent pas c'est qui McKinsey, on peut faire une petite parenthèse parce que c'est difficile de ne pas savoir c'est qui McKinsey, il me semble, rendu en 2024, mais il y a peut-être des gens qui ont manqué ce dossier-là. Peux-tu nous mettre un peu en contexte? Moi, je renverrai tout de suite déjà les seuls bons articles qui ont été écrits à Radio-Canada dans les dernières années, Thomas c'était sur Gerbet. McKinsey, puis le fait que, essentiellement, et ça vient directement de Radio-Canada, c'est le fait que McKinsey a géré la pandémie, Il y a une série essentiellement. d'articles qui ont été écrits par Ouais. Thomas Gerbet. Que j'encourage n'importe qui à aller voir. Ouais, mais c'était très McKinsey, bien c'est un fait. groupe de consultants. Fait que théoriquement, McKinsey, j'ai fait d'ailleurs des capsules pour Info Québec sur McKinsey. Je fais de la petite pub ici. Puis McKinsey, essentiellement, c'est un groupe de consultants. C'est le plus gros cabinet conseil qu'on appelle. Dominique Anglade, Léo Bureau-Blouin ont travaillé pour eux. Ah, pour vrai? Ouais. Et eux, dans le fond, C'était nos officiellement, espoirs, leur ces job, leur job, c'est un gouvernement ou une compagnie a besoin de conseils, puis ils savent pas trop comment organiser tel truc. Ils engagent McKinsey pour leur dire, OK, ben nous, on veut agrandir, ou on veut réduire notre main-d'œuvre, ou on veut se lancer dans tel autre domaine qu'on connaît pas, ou on veut une grosse campagne de marketing. Tu sais, les compagnies de cigarettes ont engagé McKinsey pour essayer de convaincre les gens que les cigarettes, c'était bon pour la santé. Dans les Ou années 50. dans les c'est années ça? 50. Puis McKinsey a une sale Fait que, liste de scandales Barneys incroyables. travaillait pour McKinsey, tu sais-tu? Là, Qui ça? Edward Barneys, parce que je connais pensais que pas. c'était lui qui avait fait la campagne pour les cigarettes. Mais McKinsey a été très, 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 Ah, très gros ok. là-dedans. Puis Je essentiellement, même, mais là, c'est parce que ce qui arrive présentement, c'est que l'État québécois puis l'État fédéral, là, puis ça, c'est très connu dans les médias mainstream, surutilisent McKinsey au point qu'ils remplacent leur bureaucratie par McKinsey. Fait que c'est ça. McKinsey, c'est McKinsey qui a géré la campagne de vaccination au Québec, puis en bonne partie au Canada, en même En temps Europe que aussi. McKinsey avait Pfizer comme client. Puis comme McKinsey n'est pas une compagnie à action, on n'a pas d'informations sur ce qui se passe à l'intérieur. On ne sait pas trop qui, comment, quoi, comment ça marche. Fait qu'on sait pas, comme c'est super difficile d'avoir des informations de l'intérieur. C'est comme su plus tard, genre, ah oui, on recommande des vaccins, puis on a un client qui est un fait le fabricant de vaccins. Mais oui, ça va bien aller. Puis donc, d'ailleurs, il y a des liens entre BlackRock et McKinsey qui sont pas évidents, mais qui sont à investiguer. OK. Mais essentiellement, c'est quand même drôle que ce soit BlackRock puis McKinsey qui soient responsables. Puis ce que je peux t'assurer, c'est que si le plan va bien, l'Ukraine va devenir un pays misérable parce qu'ils vont essentiellement se vendre Ben oui. au capitalisme américain. C'est toujours la même chose. Il va y avoir une couple d'élites ukrainiennes qui font plein de cash puis qui deviennent des milliardaires. Puis pendant ce temps-là, le peuple va voir Crever de faim. son niveau de vie diminuer à l'infini. Un peu comme ce qui se passe Puis au tous Canada, les c'est actifs, ouais. Puis tous les actifs financiers vont être vendus à des compagnies américaines. Déjà, je pense que c'est 30% des terres agricoles en Ukraine qui appartiennent à des compagnies américaines. En tout cas, on t'a sur caméra faire ces prédictions-là. Alors, on verra si ça s'avère vrai. Où ça nous mène, tout ça, parce que je te laisse nous... Dans le fond, il faut dire qu'aujourd'hui, Philippe nous a fait un magnifique plan. Alors, c'est rare que je te guide là-dedans, mais c'est ton plan, parce que tu nous as fait une espèce de présentation d'un plan de conférence. Ouais, mais super écoute, bien. moi, je me Un suis... professeur, un enseignant, ça paraît. Oui, C'est oui, bon. tu sais, je me suis amusé. T'as Là. fait un plan de cours. Ouais, c'est ça. J'ai fait un petit plan de cours. Je me suis dit, on va essayer de passer le plus de stock là-dedans. Puis il y en a en plus. Il y en a Ben, en un fait, coup. tu sais, après l'Ukraine, je me suis dit, pourquoi pas regarder l'immobilier. Mais j'en ai parlé tout à l'heure, là. Puis ça j'en parle parce que c'est vraiment important pour comprendre ce qui se passe présentement au niveau de l'immobilier. C'est pas juste BlackRock, mais c'est essentiellement l'immobilier, à partir de 2021, commence à être acheté en Amérique du Nord, mais en France aussi, Par et ces les terres compagnies. agricoles, par des gros fonds d'investissement. Mais ça, c'est vraiment quelque chose qui m'alarme un peu parce que, mettons, Oui. on regarde le plan global, le Klaus Schwab, puis vous ne posséderez rien, vous serez heureux, ce genre de choses-là. Et là, des articles qui sortent du New York Times qui nous disent que c'est mieux de louer en ce moment à New York. Achetez plus, ça coûte trop New cher. York Times, qui possède New York Times?
Sûrement encore ces trois-là. C'est ça. Fait que là, tu sais, mettons qu'on prend un pas de recul puis qu'on essaie de relier les points. Puis on fait notre possible. Là, si on devient des complotistes quand on relie des points. Mais ça semble assez évident qu'on se dirige vers un monde où ils veulent qu'on ne possède plus rien, que l'intelligence artificielle gère tout, qui nous donne probablement un salaire universel. Là. OK, tu vas faire comme pendant la pandémie là, qu'on avait. Conditionnel, probablement, à crédit social, ouais. tu te comportes bien, tu manges pas de viande, tu fais pas de gaz à émission de serre, t'es vraiment une bonne personne, tu vas avoir un petit bonus. J'imagine qu'on peut... Mais mettons qu'on spécule sur vers quoi on s'en va, mais là, ce que tu me dis là, quand tu t'arrêtes de me dire que depuis 2021, ils sont en vitesse grand V d'acheter des terres agricoles. Mettons qu'on veut vraiment zéro être spéculateur. Okay? On veut juste se ouais. tenir là, objectivement aux faits. Okay? À partir de 2020-2021, ben Bill Gates avait commencé avant avec les terres agricoles. Ouais. À partir de 2020-2021, le Big Tree plus d'autres fonds, sont pas juste les seuls, c'est juste qu'ils sont à chaque fois qu'ils bougent, ils sont toujours les plus gros, évidemment. Ouais, c'est ça. Puis ils lancent aussi des modes, parce qu'il y a des gens qui regardent ça et qui se disent, eux autres, s'ils font ça, moi, avec mon petit 300 milliards, je le fais aussi. Ouais. Puis en fait, ils commencent en fait à acheter des maisons. Ça existe déjà des firmes qui achètent des maisons et qui louent. Oui, c'est ça. Mais c'est jusqu'à assez récemment, c'était même pas 1% du parc immobilier américain. OK. Là, on est rendu à 3, 4, 5%, c'est pas vraiment clair. Sauf que ce qui est surtout important, c'est que ces firmes-là, dont, tu sais, je te donne un exemple, BlackRock a commencé à investir, entre autres, dans Tricon Residential, qui est une compagnie canadienne basée à Toronto qui fait ça. Ils sont pas les seuls, mais je pense que c'est assez important de dévier peut-être un petit peu de BlackRock puis de s'attarder à ce phénomène-là. C'est qu'ils se mettent à acheter des maisons, puis c'est parce que là, présentement, ils sont dans l'accélération. Présentement, 30% des transactions immobilières de maisons en Amérique du Nord, c'est des firmes d'investissement qui achètent, puis qui vont relouer. C'est gigantesque. Fait que oui, on peut-être juste 2, 3, 4%. Ouais. Puis ils achètent toujours au-dessus du prix du marché. Fait qu'ils arrivent puis ils battent tout le monde. Puis les autres, ils l'ont l'argent, ils n'ont pas de la misère à se faire approuver. Ils ont des liquidités à l'infini. C'est ça. Fait qu'eux, ils ont un avantage au niveau des liquidités parce qu'ils peuvent emprunter à des taux d'intérêt minuscules. Puis, de toute façon, ils ont les poches profondes. Ouais. Puis, en fait, ils achètent au-dessus du marché. Fait que le marché ne peut jamais baisser. Il ne peut pas avoir de correction. Ce qu'on appelle une correction de marché. On se serait attendu d'ailleurs à ce qu'il y en ait une. Parce qu'il y a eux qui achètent tout le temps au-dessus. C'est pour ça que les maisons n'ont pas baissé autant qu'on serait attendu. Tant qu'ils vont faire ça, les maisons ne baisseront jamais. Puis eux autres, ils vont passer de 30% à 40% des transactions, pas 30% du parc immobilier. Puis selon, entre autres, je pense que c'est Citibank, je ne me rappelle plus. En tout cas, il y a des gens qui s'attendent à ce qu'en 2030, c'est tellement en accélération. En 2030, à peu près 40% du marché nord-américain appartiennent à des gros fonds qui vont louer ensuite, dans le fond, les maisons. Le plan est en branle. Oui, c'est juste que là, on est au début. Parce que ça a commencé en 2021-2022 à peu près, ça. Ils font la même chose avec les fermes aussi, puis ils font la même chose en Europe. Hier, j'ai lu un article en France, présentement, des fonds d'investissement américains sont en train d'acheter ferme après ferme après ferme après ferme. Terre agricole, en fait, là. Ouais. Et donc, ils sont vraiment, vraiment à fond là-dessus. Puis, tu sais, tout le monde qui attend... Moi, à un moment donné, je me suis dit, je vais attendre qu'il y ait une correction dans le marché immobilier avant d'acheter. Ça ne pourra pas arriver. Ça pourra pas arriver. Mauvaise nouvelle, les amis. Ouais, c'est ça. Fait que, puis, tu sais, ils arrivent dans des enchères, puis ils sont juste comme, ils se lancent. Puis aussi, c'est que dans la construction, le nombre de nouvelles maisons qui sont construites a vraiment beaucoup baissé par rapport à il y a 40-50 ans. Ah ouais, OK, ouais. Le nombre a baissé, mais c'est parce que eux autres monopolisent, en fait, les compagnies de construction, puis ils font construire aussi des maisons. Fait qu'ils dominent encore plus, ils dominent les achats de maisons, mais ils dominent encore plus la construction de maisons. Fait que tu voudrais, genre, demander à une compagnie de construire une maison, mais ils sont tellement déjà occupés par les fonds d'investissement qui les payent pour construire des maisons qu'en fait, ça va te coûter une fortune aussi. Ouais. Puis, quand tu dis ils achètent, bon, j'imagine que c'est à travers des sous-firmes, des sous-compagnies. Oui, c'est pas BlackRock possède pas des maisons, non, mais ils investissent lourdement dans des firmes qui sont spécialisées là-dedans. OK. En fait, comme Tricon. Comme tu disais, c'est vraiment des tentacules partout. Oui. Et puis c'est toujours par... c'est qu'ils deviennent un actionnaire majoritaire de plein de firmes. Quand tu es un actionnaire majoritaire d'une compagnie,
quand tu appelles le président de la compagnie pour lui dire « Je te suggère de faire telle affaire », si c'est pas carrément que cette compagnie-là utilise Aladdin, puis Aladdin lui dit « Fais ça, fais ci, fais ça », tu décroches le téléphone. Tu comprends? Quand Larry Fink ou quelqu'un de BlackRock appelle le président de telle ou telle firme dont ils sont actionnaires majoritaires, le président n'a pas le choix de décrocher le téléphone et de dire oui. Théoriquement, non. Non, c'est ça, mais dans mais les faits, oui. Ben, c'est ça. C'est le pouvoir d'un actionnaire majoritaire. C'est comme Justin Trudeau n'est pas forcément le boss des journalistes de nos médias, mais c'est quand même lui qui a le financement. Il faut comme follow the money. C'est ça. Exactement. Fait que c'est ça. Tu as tout l'immobilier qui est fortement... Tu sais, mon but est toujours de montrer que c'est... Il coordonne. Mais il coordonne. Il coordonne tout. Puis un autre peut-être truc que j'aurais oublié, c'est qu'ils sont en train de devenir propriétaires de tout. Ils sont clairement dans un plan où ils vont devenir propriétaires de l'Ukraine, devenir propriétaires des terres agricoles, devenir propriétaires du parc immobilier au Québec, au Canada, aux États-Unis, devenir propriétaires de toutes les grandes banques, ils sont en train de faire ça, ils grossissent. C'est quoi l'autre étape après, une fois qu'ils ont tout? Ben, en fait, l'autre étape, c'est... ils sont dans le début de ça, mais l'autre étape, c'est que... Bon, on va revenir un peu en arrière. 2021, je ne sais pas si tu connais le Bitcoin un petit peu. Oui, j'ai investi dans le Bitcoin. Bon. Je suis contente, cette année, ça va bien. Ça va bien, pas bien depuis 4 ans. Tu pourras remercier BlackRock. Ah, shit. Oui. OK, explique-moi. Désolé. Pourquoi? Ben, le Bitcoin, d'abord, c'est que je vais expliquer rapidement, je vais pas aller il y a des détails techniques qu'on va passer, là, mais le Bitcoin, ça a été fondé après 2008 par des petits investisseurs qui disaient que ça n'a pas d'allure ce qui se passe dans le système financier mainstream. Puis, c'est pas des gens qui sont contre la finance, c'est des gens qui veulent une genre de finance alternative, décentralisée. Puis, ils voulaient une monnaie alternative. Fait qu'ils voulaient pas une monnaie... Présentement, le dollar canadien, américain, l'euro, whatever, c'est contrôlé par des États. Puis, par des États et par des banques. Eux, ils voulaient une monnaie alternative qui soit ni contrôlée par les États, ni contrôlée par les banques, puis qui soit entièrement digitale, puis qui soit décentralisée. Puis, je passe bien des détails techniques, mais essentiellement, c'est comme ça que le Bitcoin est né. Puis, ça a eu une certaine influence. Genre, les gens se sont comme enthousiasmés pour ça. Une espèce de communauté. Puis, le prix s'est mis à monter vraiment élevé. Ça n'a jamais été super utile au niveau de monnaie alternative, honnêtement. C'est plus quelque chose que tu achètes en espérant que ça monte qu'après ça. Et pour le retraduire dans le fiat, exactement. En fait, mais bon, il y a du monde qui utilise ça comme monnaie alternative, mais tu semi. Il y a des pays qui l'ont adopté aussi, le Salvador, le Costa Rica, il y a le Paraguay, l'Uruguay, je suis plus sûre, ça commence. C'est ça commence. C'était pas super actif comme réelle monnaie alternative, mais il y avait vraiment un potentiel pour devenir une monnaie alternative et les élites financières n'aimaient pas ça. Les élites politiques non plus. Parce que là, c'est vraiment quelque chose qui sort en dehors du système puis qui sort de leur monopole qu'ils ont sur le système. Puis jusqu'en 2021, en fait, Larry Fink disait que le Bitcoin, comme beaucoup d'autres, disait que le Bitcoin, ça servait à des criminels puis que ça servait à rien puis c'était non ben niaiseux. Mais là, ils se sont rendus compte, puis c'est leur genre, plutôt que de combattre ça directement, quand ça marchait pas, on va se retourner puis on va juste prendre le contrôle. Ouais. Fait qu'en fait, ce qu'ils font, puis ça a vraiment commencé au début de l'année, c'est qu'ils ont comme décidé qu'ils allaient neutraliser le pouvoir du Bitcoin, puis ils le disent assez ouvertement, là, c'est pas juste genre mes termes, c'est que ils ont bon, il faut que je me lance dans des détails techniques, désolé. Mais ils ont créé un ETF. Okay? Un ETF, essentiellement, ça s'appelle un Electronic Trade Fund, OK? Puis un ETF, essentiellement, c'est si, mettons, toi, tu dis, moi, j'adore ça, les véhicules électriques, genre, je voudrais investir là-dessus, mais ça ne te tente pas de regarder chaque compagnie de véhicules électriques, d'acheter des actions, c'est du gossage. Bien, il y a une firme qui va te proposer un ETF des véhicules électriques. Eux vont acheter des actions de toutes les compagnies de véhicules électriques, puis ils vont dire, ben nous, on possède les actions, on va te verser les profits ou la valeur de ces actions-là, ou tu vas payer aussi pour la baisse de ces actions-là, mais tu ne seras pas propriétaire des actions. Ouais. Nous, on va rester propriétaire des actions, mais toi, tu vas être exposé au changement de prix, dans le fond. Fait que toi, tu achètes un bond d'ETF, puis ce que ça veut dire, c'est que tu es exposé au changement de prix de tout le secteur du véhicule électrique. Parce que toi, tu veux encourager ça, blablabla.
Les ETF sont contrôlés à 50-60% par le Big Three. Mhm. OK? Fait que quand tu achètes un ETF, il y a 60% de chances que tu sois avec soit Vanguard, State Ouais. Street ou BlackRock. Puis, ce que ça leur fait, c'est qu'à chaque fois que tu achètes un ETF, ce que ça fait, c'est qu'eux autres, ils ont une rentrée d'argent. Puis, pour un ETF, pour gérer un ETF, il faut que tu sois propriétaire des actions. Fait que quand tu achètes un ETF, tu es en train de donner de l'argent à BlackRock qui va aller acheter des actions pour pouvoir t'exposer à l'ETF. Mais là, eux, ce qu'ils font, c'est qu'ils reçoivent des fonds de petits investisseurs, parce que c'est un truc de petits investisseurs, les ETF, des pros de Wall Street n'utilisent pas des Touche pas à ETF. ça, ouais. Et ça ancre aussi, c'est super important parce que ça ancre des petits investisseurs dans le système financier, mais où est-ce qu'ils n'ont pas le contrôle. Tu sais, quand tu achètes des actions, tu as un contrôle, t'as comme... Là, on parle de petits acteurs financiers, des petits investisseurs, de toi puis moi, puis n'importe qui achètent un petit peu de produits pour des quantités dérisoires par rapport à une grande banque, mais qui sont maintenant ancrés dans le système, mais sans avoir le contrôle de si tu possèdes des vraies actions. Puis, pendant ce temps-là, tu envoies des fonds à des grosses firmes qui, elles, contrôlent l'ancrage de la population normale dans le système financier, qui reçoivent des fonds et qui peuvent les utiliser pour accroître la quantité d'actions qu'ils peuvent acheter des grosses banques, des grosses firmes, de whatever, Tesla, n'importe quoi. OK. Fait que, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait un ETF avec le Bitcoin, ce qui est un move majeur Quand ils ont fait ça? en janvier. Tu Ben, sais, ils en j'étais pas au parlaient courant. depuis un an à peu près, là, mais là, ils l'ont lancé, je pense, en janvier-février, ce qui est un move majeur. C'est incroyable. C'est ça qui fait Parce qu'il a que- remonté de Bitcoin. Ben, il avait déjà commencé un peu à Il avait remonter, mais commencé, ouais. quand eux, ils ont annoncé qu'ils allaient faire ça, Ah, c'est ça. en fait. Ils ont reparti le prix du Bitcoin. Puis, ce qu'ils ont fait essentiellement, c'est que en faisant un ETF, ce qu'ils disent, c'est hey, c'est compliqué d'acheter un Bitcoin, puis ça coûte une fortune. C'est comme, nous, là, on te permet d'être exposé à la valeur du Bitcoin sans réellement en posséder. Fait que tu nous le mets, mettons, un Bitcoin qui coûte genre 60 000 je sais pas Mettons, combien, mais toi, tu n'as pas 60 000 à mettre sur Ouais, un mais tu vas avoir Bitcoin. une partie de C'est Bitcoin. ça, tu vas avoir un parti de Bitcoin, mais là, tu ne vas pas avoir un parti de Bitcoin. Tu vas avoir un parti d'un ETF sur un Bitcoin. Fait que tu ne seras pas propriétaire du Bitcoin, c'est BlackRock. Mais à quoi ça te sert? Toi, ça te sert à être exposé à quelque chose dont le prix monte. C'est ça. OK, que mais toi, t'es pourquoi tu content. n'investis pas directement dans le Bitcoin à la place? Ben, c'est plus facile. C'est toujours les ETF, c'est que c'est beaucoup plus facile d'investir, c'est plus Pour ceux qui safe, sont c'est déjà dans le présenté, c'est ça, marché. puis les gens ne savent pas c'est quoi. Il y a même Ouais. probablement des gens qui achètent un ETF qui pensent qu'ils sont propriétaires d'un Bitcoin, ils ne le sont pas, ils sont juste exposés aux Mais ils variations peuvent-tu le de prix. dépenser dans le Bitcoin? Ils peuvent le vendre. Ils veulent vendre leur ETS. OK. Puis mettons qu'ils achètent un ETF à 20 000, puis après ça, ils le revendent à 40 000. Ils ont fait 20 Fait 000 que c'est vraiment $, traité 20 comme 000 une action et non comme un avoir. C'est pas comme moi qui peux, si je C'est veux, plus une aller monnaie. acheter quelque chose avec un Bitcoin. Là, eux, ils Non. pourront pas avoir Non. une Ils ne application. seront pas propriétaires de Bitcoin. Ah, j'étais Puis, vraiment pas au courant de Larry Fink a mentionné très spécifiquement, on va cesser d'utiliser le Bitcoin comme monnaie Ah, alternative. c'est Ça va devenir juste un actif financier. ça. OK. En faisant un ETF avec ça, ce qui arrive, c'est que les gens donnent de l'argent pour acheter l'ETF. Fait que qu'est-ce qui arrive? Ben, BlackRock reçoit de l'argent. Fait qu'eux sont obligés, en tant que gestionnaire de l'ETF, d'acheter des bitcoins avec Ouais. ça. Fait qu'eux sont en train de centraliser Ils tous les s'y bitcoins. vont. Fait que autant que le Bitcoin était décentralisé, il est en train de se faire centraliser. Et de se faire autrement. neutraliser comme monnaie alternative. Ouais. en Alors que fait. c'était vraiment la meilleure monnaie alternative. Effectivement. Incroyable. Fait qu'ils sont juste en train de neutraliser un des principaux défis qu'il y avait à leur monopole sur ils ont le trouvé système la financier. solution, hein. C'est génial. Puis moi j'ai trouvé un petit peu lent là-dessus parce qu'en 2021, ils n'avaient pas encore pensé à ça. C'est Puis là, ça. ils y ont pensé. Mais bref, ils ont fait un... Puis là, ils parlent d'utiliser comme système de paiement, mais ce serait un système de paiement qui sera entièrement géré par le Big Tree. Parce qu'ils sont aussi en train d'acheter... il y a des compagnies qui minent des bitcoins. Ceux qui connaissent ça vont savoir un peu, mais ça veut dire utiliser beaucoup d'ordinateurs pour faire des équations. Ils sont en train d'acheter les principaux mineurs de bitcoin. Ils ont fait un pacte avec le gouvernement chinois parce que beaucoup des mineurs sont en Chine pour pouvoir commencer à jouer dans ce marché-là puis acheter les compagnies. Fait qu'ils Sont vont en train posséder les d'acheter- mineurs en Oui, plus. ils sont en train d'acheter les systèmes de paiement en Bitcoin. Oh mon Dieu. J'en ai un NCR, Mais c'est la BlackRock. fin du Bitcoin? Oui. Ah, mais il faut que je vende mon Bitcoin. Mais c'est-à-dire J'avais que pas réalisé. le prix va probablement monter. Ouais. Ça, ils s'en foutent. Ouais, mais c'est parce que moi, Que les j'avais gens le fassent- Bitcoin pour la philosophie derrière. Ben, si tu as acheté un Bitcoin, vends-le pas nécessairement. Parce que si tu le vends, c'est probablement eux autres qui vont l'acheter. Ah ouais, je comprends. Par contre, tous ceux qui ont acheté un ETF Bitcoin,
Là, eux autres sont en train de se faire Réfléchissez, avoir. ouais, c'est Puis ça. le prix monte parce que BlackRock, ben pas uniquement, mais en bonne partie parce que Il y a plus BlackRock s'est lancé d'investissement qui se là-dedans. fait. C'est ça. Puis un coup que le gros monstre arrive là, ben, C'est tout même plus des monte en même whales, temps. là, rendus là, tu peux même pas appeler ça de C'est ça. même, c'est incroyable. Fait qu'eux, ils veulent vraiment contrôler de A à Z toutes les chaînes C'est du des Bitcoin salauds. que tu peux OK, mais c'est quoi? imaginer. Mettons que tu as investi dans le Bitcoin. Ah, ben là, on va tomber dans une conversation de crypto, mais dirais-tu que tu connais un peu, dirais-tu qu'il y a Un petit comme peu. une autre crypto en ce moment qui offre Il y a, ce il que y a- le il y a Bitcoin offre? plusieurs autres cryptos, mais c'est super dangereux investir dans des cryptos. Oui, c'est Moi, sûr, honnêtement, c'est- la seule fois que j'ai investi dans ma vie, c'est dans des cryptos. Puis je peux le dire tout de suite, là, je suis un spécialiste des marchés financiers, puis j'ai tout perdu. J'avais Là, pas tu mis l'as beaucoup. refait maintenant? Ou... Non. Moi, le mien, il a juste planté, Mais puis il a quoi? jamais remonté. C'est vraiment... c'est Fait vrai que, que c'est un gamble. c'est là, ça, c'est un gamble. Puis c'est ouais. parce que à partir du moment où il y a une crypto qui va commencer à devenir grosse, ils vont probablement faire Ils la même vont faire la même opération. chose. Ben, il y a Ethereum, mais Ethereum, Ouais. c'est assez centralisé aussi, ça Ben, appartient aux c'est grandes ça. banques. Fait que, je veux dire, il y a rien. Ça va être une formule, un coup qui est développé, ça va être une formule qu'ils vont probablement utiliser pour à peu près n'importe quoi. Puis, tu sais, les espèces de maniaques de crypto puis de Bitcoin, eux Ouais. autres, Il y en ils a qui voient sont le vraiment- piège. Ah oui, mais il y en a qui continuent de dire que Bitcoin, c'est le sauveur de Ouais, mais l'humanité. ce qu'ils ont commencé aussi, c'est parce que Bitcoin, c'est toute une communauté avec des médias spécialisés, mais ils ont Mhm. commencé aussi à À être acheter achetés. les médias. Ça fait des pubs. Mais quand ils lancent une opération, ils lancent une opération très, 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 très complète, là. Oh mon Ils Dieu. font pas une c'est opération à moitié. hallucinant. Quand je dis qu'ils achètent tous les maillons d'une chaîne, c'est qu'ils achètent tous les maillons Ils ont d'une les chaîne. moyens de leurs ambitions, Ils disons. ont les moyens de leurs ambitions. Le Bitcoin, ça reste un marché qu'ils peuvent parfaitement contrôler avec Mais c'est une incroyable couple parce que d'années. tu sais, je me suis intéressée au Bitcoin surtout en 2021-2020 quand c'est là que j'ai investi juste avant qu'il crash. Oui. Tu sais, je l'ai acheté genre all-time Ça high, là. C'était moi qui achetais là. Mais tu disais Bitcoin, depuis qu'il existait, puis ça faisait déjà longtemps que ça existait, Ouais. ceux qui ont investi quand... Tu sais, mettons, Julian Assange a investi quand c'était genre $1, le Ouais. Bitcoin. Là. Lui, Puis lui, c'est comme ça qu'il a financé Wikileaks, parce qu'il savait que ça s'en venait, puis il a dit même à ses amis, investissez dans Bitcoin, parce que... Puis tu sais, on connaît Julian Assange, tu sais... Ça fit avec mes idéologies. C'est quelqu'un qui est là pour la liberté d'expression, pour changer le monde pour le mieux, pour exposer les mensonges, tu sais. Puis le Bitcoin incarnait ce changement-là. Fait que de voir qu'eux sont allés l'étouffer, c'est hyper fâchant parce que c'était vraiment, encore à ce jour, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se disent Bitcoin, ça va nous sortir du système financier. La crypto, c'est comme dangereux parce que c'est sûr qu'ils veulent numériser la monnaie. On s'en va vers ça, puis on va en parler. Puis c'était comme le joueur qui nous donnait quand même espoir que ça pourrait être fait différemment. Puis là, tu te dis, ah ben finalement... Mais tu non. sais, jusqu'à quel point ils vont tout pouvoir contrôler, J'ose c'est pas croire si clair non, que là. ça. Ouais, c'est ça, là. Mais c'est sûr que, en tout cas, il y a des monstres qui sont dans un effort de neutraliser tout potentiel révolutionnaire Exact. du Bitcoin. Et c'est les mots que Larry Fink utilise. Carrément. Il s'en a cache dit même Bitcoin doit abandonner son état révolutionnaire. Mais OK, mais tantôt, tu disais que tu pensais que lui pensait qu'il faisait le bien. Là. Tu lui as donné des intentions. Mais quand tu dis une affaire de même, c'est quoi tes motifs, le gros? Sa notion du bien est peut-être très spéciale. Il n'y a pas la même notion du bien que moi. Non. Je suis très relativiste. Pourtant, le bien ne devrait pas être dans une notion relativiste. Ça devrait être oui, je suis d'accord avec toi. toujours à la même place, mais on t'sais... est rendu qu'on sait le bien, c'est peut-être un petit peu mal, puis le mal, c'est peut-être un Ouais. peu bien. Ça dépend. Ça devrait Mais pas c'est être sûr comme que ça. je veux dire, c'est choquant là, ce qu'il fait. Puis il veut, je sais pas en quoi le bien peut se mêler avec le contrôle absolu de tout. Je vois pas parce que comment c'est ça peut vers être ça positif. que BlackRock s'en Ça n'a va. jamais été positif dans l'histoire. Mais bon, lui, parce que là, moi, j'ai vu plein d'entrevues de lui, puis je me souviens, il y en a une qui dit, parce qu'il est derrière le SG aussi, le cas de SG. Comment? C'est quoi ESG? Le Environmental Social Governance. Oui, j'ai vu passer ça pour Ben, la toutes les première fois corporations qui sont dernièrement, là. rendues pour contre les changements climatiques, puis pour l'idéologie trans, puis tout le kit, c'est Ouais. ESG. BlackRock a tout mis son poids derrière ça, en J'ai fait. vraiment commencé à entendre parler du ESG, cet acronyme-là, cette année. Puis là, je le vois partout. Là, c'est la nouvelle affaire. Mais c'est comme un mouvement sociologique ou social. Non, mais c'est plus précis que ça. C'est vraiment comme une cote, parce que
dans le monde financier, chaque inscrit firme a dans le comme monde une mode cote. financier. Oui, Ok, oui. ok, ok. Tu as comme une cote sur la ISO 9000 ou machin Ouais, chouette. ouais. Ben, le ESG, j'ai une cote de plus. OK. Ou est-ce que dans le fond, c'est une bonne cote? Puis c'est une cote T'es formelle. ESG, Là. t'es certifié Tu as un bon ESG. ESG. Fait que là, les investisseurs savent que toi, tu es gentil, dans le fond. OK. Fait Tu que signales ta vertu. si, mettons, tu es une compagnie de bière, admettons, puis que tu décides que ton porte-parole va être un trans, Pas que ça s'est déjà fait, là, on spécule. non, mais Ouais, admettons non, que mais oui. ben, ta cote ESG va monter, puis donc les actionnaires vont se dire, toi, tu es une gentille. Fait que tu peux même perdre des ventes de bière. Parce que c'est mettons, un peu ta ça qui pourrait bière. arriver, mettons, se fait Ouais, boycotter. mettons que ça arrivait, parce Ouais. que tu vendais de la bière à des gens qui sont pas de En ce. faveur de cette Exactement. idéologie-là. Mais toi, tu peux t'en ficher parce que la valeur de tes actions monte. C'est ça qui s'est passé. Parce qu'on s'est tous posé la question, Pourquoi ils font ça? pourquoi qu'ils font ça s'ils ont perdu je sais plus combien? C'était fou, là. J'ai vu des chiffres, Ouais. là. C'est Mais ils ont assez pas- incroyable ce qu'ils ont perdu. Ils ont perdu en vente, mais ils n'ont pas perdu nécessairement en valeur des actions. Je pense même qu'ils ont fait de l'argent avec ça. Incroyable. Eh Ben, c'est sûr oui. qu'il fallait qu'ils fassent de l'argent parce qu'ils savaient très bien le risque qu'ils prenaient, Non, là. mais ils n'auraient jamais fait ça si... Non. Fait que c'est parce si- qu'ils ont eu le saut de ESG en faisant ça. Exactement. Puis ça, BlackRock, c'est pas l'inventeur de ça, mais ils se sont lancés aussi à fond la caisse là-dedans. Ce qui est d'ailleurs drôle parce que ça veut dire en fait que les principales valeurs de gauche en 2024 sont tout à fait partagées avec l'oligarchie financière. C'est comme, tu peux presque les superposer, puis ça devient à peu près la même chose. Dernièrement, par contre, Larry Fink en parle beaucoup moins. Avant, il en parlait tout le temps. Ok. Là, il en parle moins parce qu'il a vu que politiquement, ça a comme attiré un peu trop d'attention à son goût. Il pousse encore à fond la Ouais, caisse, mais maintenant, il a comme tu le discours. De façon tacite. Ouais. un Mais petit peu en plus. parlant à un moment donné de ESG, c'est parce que dans une entrevue, il y a une couple d'années, il parlait de ESG, puis là, il disait « Ouais, mais pourquoi tu fais ça? » Puis là, il avait dit ben, pour moi, c'est important d'être une personne morale, genre. Puis c'est ma façon ferme d'être ta une gueule, personne c'est morale. ça. Mais écoute, Prends-moi pour ouais, une dinde de ligueur. c'est ça qu'il dit. Il l'a dit, ça doit être vrai. On va lui donner le bénéfice du doute. Parlant de ESG et de l'environnement, ça nous amène à le marché du carbone. Oui, tout qu'un monde. Puis ça, on l'a vu. Tu sais, j'ai commencé l'entrevue en disant dans les grands thèmes qui ont perdu leur voile d'illusion, pour moi, ça a été beaucoup l'environnement. Quand justement on s'est mis à nous faire là, le niaisage des taxes carbone, puis nous dire qu'il faut qu'on arrête de prendre des douches chaudes, puis qu'il va falloir qu'on coupe notre électricité, mon Dieu, je l'ai bien mal dit. L'électricité. Tout le monde doit... Oui, l'électricité, je le dis comme ma fille de 3 ans. On doit tous faire notre part. Cette façon-là de nous contrôler, on va arrêter de manger de la viande, on va arrêter de... Là, j'ai fait, OK, ça fait toute partie d'un grand plan, puis j'aime pas le contrôle ultime qu'ils veulent prendre sur ma vie. Je suis pas une esclave, je vais décider pour moi-même à quelle heure je prends ma douche, puis à quelle température, merci. Et là, ça nous amène dans le marché du carbone parce qu'il y a vraiment un marché du carbone. Oui, qui a de la misère d'ailleurs à être lancé, heureusement, mais que... Il travaille fort. Oui, il travaille fort, puis ça mène à quelque chose d'autre d'encore plus terrifiant, là. Mais... Quoi donc? Le Mordor? On va... Presque. Okay, on La possession de tout. On va tout. finir La dans le Mordor possession à de la tout. fin. OK, on va y aller. Mais le marché du carbone, essentiellement... BlackRock n'est pas le seul à avoir mis tout son poids là-dedans. C'est pas comme si BlackRock était derrière tout seul. Quand tu dis BlackRock, est-ce que tu sous-entends quand même Vanguard puis oui, il y a toujours okay. ces deux autres. Là, le Big Tree, dans le fond. Ouais, là. ouais. Okay. Mais essentiellement, le marché du carbone, qui est lié à cette espèce d'aspect environnemental-là, le concept de base, c'est simple. C'est comme, mettons que moi, ça donne que j'ai acheté des forêts qui prennent le carbone, qui le transforment en oxygène. Puis là, il y a une compagnie qui fait des batteries électriques puis qui pour des voitures électriques puis qui pollue. L'idée, c'est de dire, ben regarde, moi, en tant que propriétaire de forêt, j'ai un bilan carbone négatif. Fait que moi, je te vends des droits de polluer. OK? Fait que la compagnie n'a pas besoin de genre comme cesser ses activités parce qu'elle pollue trop. Pas grave. Je lui vends des droits de polluer. Fait qu'elle, elle doit simplement débourser de l'argent pour s'accaparer mes droits de polluer. Puis là, a priori, tu te dis, puis là, comme ça, on peut tout atteindre un beau bilan carbone neutre. Il y a une série d'idées là-dedans, parce que moi, je suis très environnementaliste, personnellement. C'est juste que ce type d'environnementalisme-là, je vois... un contrôle derrière.
C'est ça. J'ai l'impression que c'est comme une excuse pour le contrôle, puis j'ai l'impression que c'est la chose la moins environnementale qu'on peut faire, c'est de donner plus de pouvoir à l'oligarchie financière qui détruit la planète depuis des décennies. Exact. S'il Moi, voulait vraiment arrêter, là, il arrêterait, il nous ferait Ouais. pas des trocs de plus de forêt, Non, puis un c'est petit ça. peu plus de... Ce serait pas ça, là. Puis moi, je leur fais pas tant confiance que ça. Parce que là, le problème, c'est là où est-ce qu'on s'approche du Mordor, OK? C'est que l'anneau, tu sais, l'anneau pour contrôler tous les autres, là, c'est... Un seul on qui tombe les contrôle dedans, tous, là. C'est là. encore pire que le Bitcoin. C'est que, ben, pour ça, c'est parce que, ben, il faut premièrement que il y ait des ressources naturelles qui soient transformées en actifs. Parce qu'on s'entend, pour calculer les droits de polluer, puis Ouais. c'est quoi mon bilan carbone, puis tout le kit, il faut qu'il y ait des firmes, il faut que moi je sois propriétaire officiel de tel, il faut qu'ensuite ce soit évalué en fonction de Calculé. standards, calculé avec des Ouais. firmes, il faut qu'ensuite il y ait un marché où est-ce que moi je peux échanger des carbones, plus parce qu'un marché c'est jamais simple de même, là. C'est pas juste moi, puis moi je te vends des droits des carbones, c'est genre il va y avoir des dérivés sur les carbones, puis il va y avoir des hypothèques sur les carbones, puis il va y avoir je veux dire, C'est ça va complexe. devenir l'espèce de moulinette mathématique qui est le marché financier, avec un niveau de complexité qui n'a aucun sens, avec des produits financiers qu'il y a 4 personnes sur la planète qui peuvent comprendre. Tout ça va partir de l'idée qu'on peut être propriétaire, mettons, d'une vieille forêt, puis l'insérer dans le marché financier. Fait qu'en fait, déjà, le marché du carbone sur lequel pousse la Banque des règlements internationaux, la Banque mondiale, le FMI, l'ONU, BlackRock, le Big Tree, les grandes banques, tout le monde. Okay? Toute l'oligarchie financière se lance là-dedans. Dans le marché du carbone. Dans le marché du carbone, puis d'essayer de le développer, puis de le rendre de plus en plus comme quasi obligatoire, en fait. C'est pas encore le cas. Ben, ça s'en va là. Mais on pousse. Ouais. C'est que tu es en train de prendre des forêts, mettons, dans ce cas-ci, mais ils veulent, éventuellement, c'est pour toutes. Là. Puis des golfs, des rivières, des fleuves, whatever. Puis pour eux, ils veulent connecter ça au marché financier. Les marchés financiers veulent toujours connecter le plus d'affaires possible pour le transformer Comme Nestlé en titre avec l'eau. financier. Ouais. Puis, mais là, dans ce cas-ci, c'est la propriété, l'espèce de... Comment il y avait ça? Quelque chose comme la rentabilité régénératrice. Il y a comme un terme qui mélange écologie puis finance, dans le fond. Où est-ce que... Mais, puis là, ce que ça veut dire, en fait, on peut déjà être propriétaire de forêt. Moi, je peux acheter un terrain, genre, puis être propriétaire de forêt, mais il n'est pas directement connecté. Au marché. Mm-hmm. Là, ce qu'eux veulent, c'est que chaque pouce carré de la planète, essentiellement, soit directement connecté sur les marchés financiers comme une pour qu'on sorte puisse de en métaverse, échanger, pour qu'on puisse en échanger le pouvoir de rentabilité régénératrice, là, ou whatever, c'est quoi le terme qu'ils utilisent, dans lequel il faut un énorme système de surveillance pour savoir qu'est-ce que tu fais avec ça. C'est hyper contrôlé. Oui, c'est hyper contrôlé pour savoir c'est quoi le vrai pouvoir régénérateur de c'est quoi ton bilan carbone, machin chouette. Fait que là, tu développes la propriété des ressources naturelles sur un marché unique. Ouais. Tu développes ensuite la surveillance, mais qui s'occupe de ça? Tu as Palantir, entre autres, qui se lance là-dedans. Tu as des firmes, j'en ai une au hasard, Satellogic, où est-ce que les autres, c'est évaluer genre le bilan carbone avec des satellites. Mais là, fait que là, tu as la propriété des ressources naturelles, tu as un système de surveillance, tout ça au nom de la planète. Ben oui. N'est-ce pas? On l'aime, tu as la un planète. système de surveillance qui se développe, puis tout ça lié au marché financier, poussé par les institutions essentiellement les plus puissantes en Occident au minimum. Bon, ouais. Puis le but est officiellement, là, parce que c'est quand même des financiers, le but est de monétiser les ressources naturelles. Puis le but, c'est genre, c'est un investissement incroyable, ça va être full rentable, machin chouette. Sauf qu'au final, en fait, c'est que tu vas avoir un marché total où chaque pouce terrain de la planète va être transformé en un titre financier que tu vas pouvoir échanger. Mais là, est-ce qu'on veut vraiment que ce soit super facile pour tous les acteurs financiers d'être propriétaires de chaque pouce terrain de la planète, de chaque pouce carré
de la planète. Faut se poser la question. Mais même si on se la pose la question, qu'est-ce qu'on peut y faire? Tu sais, ça revient à l'autre question qu'on se posait tantôt. C'est qu'on les regarde aller, puis on se dit, ah, puis ben on cool, se dit, faites ah ce que ben, vous ah voulez. ben, ah ben, ah ben. Effectivement, ça, j'ai pas encore de Non, t'as pas la solution à ça. réponse. Puis en fait, le saut qu'ils veulent faire, et là, ça, c'est tout ce que je vais dire vient directement soit de Larry Fink, de programmes officiels, de Davos, de l'ONU, de whatever. Mais ils veulent commencer avec le marché du carbone, puis ils veulent aller plus loin dans ce qu'ils appellent la tokenisation du monde, en fait, littéralement. Tokenisation, qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'au début, ils veulent utiliser la tokenisation pour le marché du carbone, fait que c'est important de savoir. Oui. Mais c'est essentiellement de transformer n'importe quoi, mais vraiment que ce soit une hypothèque, une rivière, une personne, Genre une ta tasse, personne, là, tu pourrais... n'importe quoi qu'on appelle un actif réel. Une personne peut Ok. être un actif réel. Ben, théoriquement, non, parce que tu Ouais. peux pas être propriétaire. C'est pas légal d'être propriétaire d'une personne, mais on peut Le s'en trafic approcher humain pas mal. existe, Ouais, c'est ça. Mais mettons, là, ce serait officiel, ce serait pas criminel. Fait qu'une tasse. Tokenisation, dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que tu transformes en utilisant la même technologie qu'ils utilisent pour Bitcoin. Bitcoin est un token. Ouais. C'est dans le fond, c'est que tu prends un actif, tu prends ses caractéristiques, puis tu le transformes en un token digital qui est comme juste, dans le fond, c'est comme un titre de propriété digitale Ouais. dans lequel toutes les caractéristiques de la forêt ancienne ou la tasse ou la Il y personne a comme un ou pedigree qui vient l'hypothèque avec. Là. ou whatever exactement. Puis ce token-là, il peut être échangé sur un marché, mais c'est un marché spécifique qui s'appelle un ledger. Les gens qui connaissent Bitcoin vont connaître ça. C'est un marché spécifique avec une technologie vraiment spécifique sur lequel tu n'as pas vraiment, dans leur version, tu n'as pas d'anonymat. Et le token peut être ce qu'on appelle fractionnable. Ce qui veut dire qu'en fait, admettons que tu achètes un Bitcoin, tu peux acheter des fractions de Bitcoin. Fait que si tu achètes une forêt ancienne puis tu veux la vendre sur un marché du carbone, ben tu fractionnes la forêt ancienne en parcelles que tu peux vendre par petites parcelles. Ouais. Puis tout ça marche, comme je l'ai dit, sur ce qu'on appelle un ledger. Et en fait, c'est que le projet ultime de BlackRock, c'est de rénover complètement tous les marchés financiers de la planète. Et ça, c'est ouvert, ils le disent, pour avoir en fait que tous les actifs qui existent au monde, qui peuvent être échangés, donc tout en fait essentiellement, soient transformés en un token et soient échangés sur un seul marché qui couvrirait l'ensemble de la planète et tout. Fait que ça veut dire autant le secteur des oranges, ta tasse, les forêts anciennes, les hypothèques, les banques, les rivières, tout. les maisons, toutes, en fait, y compris éventuellement les êtres humains, seraient tokenisés et deviendraient donc un titre financier sur un seul marché. Et ils utilisent beaucoup le marché. Ben, ça implique, parce que présentement, les marchés financiers, c'est les marchés financiers. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. C'est ultra complexe. C'est Ouais. super compliqué de transformer quelque chose en un titre financier. Tu sais, le marché des terres, mettons, au Québec, c'est pas directement quelque chose sur lequel c'est facile pour une firme d'aller jouer, pour une firme qui est russe ou chinoise ou égyptienne ou whatever, d'aller tout de suite acheter quelque chose là-dessus directement. Il y a des marchés qui sont protégés, il y a des marchés qui sont nationaux, il y a des marchés... Il y a comme une espèce de structure. Mais il y a un concept aussi, je sais pas, je me trompe peut-être en t'écoutant, mais mettons, j'en avais regardé pour acheter peut-être en Indonésie parce qu'on adore l'Indonésie, puis tu peux pas être propriétaire d'une terre en Indonésie si tu n'es pas né indonésien. C'est ça. Fait ça, que c'est pas quelque chose que BlackRock ça n'existerait plus, là. Exactement. Fait que c'est hyper globaliste ça existe comme agenda. Oui. C'est vraiment... C'est un marché global, c'est un monde global. Parce que souvent, on parle, il y a un marché global, mais c'est pas vrai. Il y a plein de marchés avec plein de structures différentes, avec plein de joueurs différents, avec plein de règles différentes. Puis ça, c'est une grosse limite pour une firme. Comme pour le Big Three qui veulent comme tout contrôler. Fait que l'idée d'avoir un seul marché avec un seul processus unique, standard, de transformation d'un actif réel, qui est déjà un terme vraiment
bizarre pour parler d'une forêt ancienne, honnêtement, Ouais. ou d'un être humain, ou de quoi que ce soit. Ouais. De transformer un actif réel en un token digital qui va être échangé, qui va être fractionnable, puis qui va pouvoir être acheté par n'importe qui, n'importe où, n'importe quand, mais qui va avoir les moyens d'acheter. Ben, c'est ça. Et c'est selon, il y a eu Citibank, qui est une grosse banque américaine, a fait un rapport sur cette idée-là. Puis pour eux, puis pour une grosse partie de la classe financière, ce sera un peu comme l'état, c'est leur terme, là, l'état final du système financier. Donc ce serait une rénovation complète du Mais système financier. ils sont en désaccord, j'ose croire. Non, ils sont Ah, en taux accord. extra- Mais non, ok. parce que comme ça, eux autres vont pouvoir être propriétaires de tout, puis il n'y aura pas de limite Y à a leur quelqu'un qui capacité s'y de oppose à propriété. ça? Ben, Ils c'est mettent parce dans que les gros joueurs? pas à Wall Street. Il Pas n'y à a Wall personne à Street. Wall Street que c'est dans son intérêt Ouais. de bloquer ça, puis ça passe pas dans aucun autre média que Wall Street. Moi, j'ai appris ça en lisant de la littérature spécialisée On s'entend là-dessus. que c'est pas le Journal de Montréal qui a fait un article là-dessus. Non, c'est ça. Ça va être quelque chose qu'ils vont essayer de bâtir. Puis, tu sais, ce genre d'affaires-là, ils vont utiliser des trucs à la mode, le Bitcoin, le marché du carbone. Puis, ils vont probablement développer, on le voit, là, ils vont probablement développer toutes sortes de structures qui vont utiliser les mêmes standards, mais qui vont pas être officiellement fusionnés ensemble. OK, ouais. Puis, là, un moment donné, le marché du carbone va fusionner avec tel autre marché. Puis, tel autre marché va fusionner avec tel autre marché. Puis, ça donne qu'on a exactement les mêmes standards, le même mode de fonctionnement et que ça tombe bien. Telle banque centrale va fusionner avec telle autre affaire. Puis, à un moment donné, ça va faire pouf. Ouais. Ça, c'est leur plan. Ça ne veut pas dire que ça va se passer. Ouais. Mais c'est leur plan, ça va faire pouf. Puis là, on va avoir un marché avec exactement les mêmes standards, les mêmes procédures. Ou les petits joueurs comme nous vont avoir vraiment extrêmement de difficulté à se procurer un avoir. Là, ça sera presque plus possible. Ben, c'est parce que si tout devient un marché ultra facile à investir, avec Aladdin qui est au courant de tout, puis qui voit tout, puis qui a de l'information sur tout, essaie de battre BlackRock. Quand toi, tu es un petit investisseur, tu veux juste acheter une maison pour ta famille, tu vas louer à BlackRock. Ça va être aussi simple que ça, tu vas louer à Aladdin. T'sais. Fait qu'ils veulent vraiment créer cet unimarché, si on peut dire. Ouais. Larry Fink parle de One Big Ledger. En fait, un ledger étant comme un marché spécifique pour un token. One big ledger for the whole world. Fait qu'un seul gros ledger pour le monde entier. Puis peut-être qu'il ne s'attend pas à voir ça de son vivant, à moins que ce soit un vampire. Mais il y a 70 ans, fait que, il n'est pas si jeune que ça. Ouais, mais eux, ils vivent éternellement. Mais, c'est fou, là. c'est ça. Mais tu sais, comme, mettons que ça arrive dans 30 ans, puis je pense qu'ils veulent que ça arrive pas mal plus vite que ça. Puis peut-être que ce sera pas... peut-être que la Chine puis la Russie vont dire... Nous, on participe pas. Mais en même temps, tout l'Occident, par exemple, vont peut-être participer à ça. Puis l'Afrique aussi qui risque de pas... Puis c'est parce que, tu sais, c'est qu'eux, ils peuvent acheter des pays, ils peuvent forcer des pays à rentrer là-dedans. N'importe quel pays qui doit énormément d'argent, comme présentement, tu sais, Milei, en Argentine, qui a été élu, il est en train de vendre le pays à BlackRock. Non, pas vrai? Oui. Milei, tout le monde le traite comme étant le c'est une erreur totale. Sérieux? Il est complètement aussi... Ben, je veux dire... Quand il a été invité là, au forum de Davos là, pour dire sa petite affaire, je suis contre le communiste, il parle à des hauts capitalistes qui est contre le communiste. Eux autres, ils rient. Klaus Schwab, il serre la main puis lui présente le podium. Fait que tu penses que c'est un joueur depuis le début dans leur agenda? Je sais pas qu'est-ce que lui pense de ce qu'il est en train de faire. Ouais. Je pense que pour convaincre les gens, c'est probablement plus utile qu'ils croient réellement à son affaire. Mais par contre, ce qui est certain, c'est qu'il est en train de vendre son pays à l'oligarchie financière. Encore plus que l'Argentine. Les terres, les compagnies d'État. Il est en train de vendre en particulier à BlackRock. Je pense que BlackRock possède un tiers de la dette argentine. Fait évidemment, quand BlackRock dit « Hey, ça nous tente que tu fasses ça », il est comme OK. Puis il est obligé aussi, dans le sens que il subit énormément de pression. On va repasser pour le sauveur libertarien. Hein? En fait, ce que je lisais, puis moi, je suis parfaitement d'accord avec une Américaine qui s'appelait Whitney Webb, qui est une machine, une bonne dose de ce que j'ai dit que je lui dois. Elle est une machine en finance, puis finance alternative. Puis elle, ce qu'elle dit, c'est que ce qu'on peut voir, c'est que toute la gang Forum de Davos, etc., se sont orientés beaucoup vers un discours de gauche dans les dernières années, mais ils sont comme en train de réorienter leur narratif vers un discours plus de droite, marché libre, anticommuniste, pro-liberté, etc.,
OK. Puis ça, on l'a vu, le forum de Davos, là, le thème, c'était « Rebuilding Trust », rebâtir la confiance. Puis là, ils ont invité Milei. Il était invité là cette année? Non, cette année, en 2024, en janvier, il était invité. Qu'il avait été réinvité parce que je sais qu'il avait déjà été là. Oui, non, c'est ça, c'est en 2024. Ah, moi, j'avais manqué ce chapitre-là. Puis, c'est cette fois-là qu'il a été invité. Il a été invité une fois, puis c'est en 2024. Il y avait une photo où il y avait déjà... Tout le monde capotait quand il rentre au pouvoir parce qu'il avait déjà été invité une fois, comme je sais pas quoi. Ouais, c'est ça. C'était bien compromettant. Bon, c'est très gros. Mais c'est... Moi, j'aurais pas nécessairement compté là-dessus. Moi, ce que je peux juste dire, c'est que ce qu'il est en train de faire avec son pays, ça, c'est ça qui est compromettant pour moi. C'est ça qui moi, je regarde ce qu'il est en train de faire, puis ce qu'il est en train de faire, c'est que il est au nom d'un autre narratif, il y a le même projet. OK. Fait que là, au nom... C'est ça, finalement, c'est au nom de la liberté individuelle, dans le fond. Puis des marchés libres. Ouais, c'est ça. C'est le narratif que la droite prend adore. Le contrôle. Fait que dans le fond, gauche-droite, on s'est entendu que ça n'a plus vraiment de différence. Ben, pas pour eux. Ouais. Pour les élites, ils n'ont pas d'idéologie. Ils ont quelle idéologie je dois utiliser pour avoir le plus de support populaire possible pour mes projets. Fait que tu penses qu'il y a quelque chose dans le narratif de gauche qui est en train de s'effondrer avec ils sont en train d'abandonner le narratif de gauche pour utiliser un narratif qui est plus de droite pour justifier exactement toujours les mêmes projets, la même chose, où ils vont changer peut-être un peu la forme, mais ça va revenir essentiellement... Ça, c'est mon observation, c'est l'observation de plusieurs autres personnes. Moi, quand j'ai vu Milei au forum de Davos, quand le thème était « Rebuilding Trust », je me suis dit, oublie ça, ce gars-là. Une petite lumière rouge qui clignote. Ouais, moi, ça... Puis ensuite, quand je m'informe sur qu'est-ce qu'il est en train de faire, je peux garantir maintenant à 100% que si lui croit en ce qu'il est en train de faire, ça c'est fort possible. Dans les faits, il est en train de vendre son pays. À BlackRock. Il est en train, plus que BlackRock, là, mais en bonne partie, directement à BlackRock ou à ses firmes. Puis il est en train de vendre son pays au capitalisme américain, comme c'est en train d'arriver à l'Ukraine aussi. Donc, il ne faut vraiment pas se faire d'illusions là-dessus. Puis c'est ça, ils ont juste changé de discours, dans le fond. Ils changent de discours pour dire nous, on est pour le capitalisme, puis les marchés libres, puis on est pour la liberté. Puis moi, le pire, c'est que je peux voir des gens de droite, chez qui ce discours-là a un certain appel. Je vois que ça fonctionne. Je vois que tout d'un coup, ils sont comme désamorcés dans leur rébellion contre l'oligarchie actuelle. Puis présentement, la gauche ne semble pas prête de se réveiller. Fait que c'est comme une bonne transition pour eux parce qu'ils récupèrent une partie de la droite avec un changement de narratif. Puis la gauche est encore complètement hypnotisée. Ouais. Fait que peut-être qu'elle va se réveiller dans 10 ans, mais ça leur donne 10 ans avec moins de résistance. Exactement. Si on résume, parce que tu viens de mettre quand même le doigt sur quelque chose d'hyper important, si on résume rapidement, qu'est-ce que ça représente le marché du carbone, la tokenisation, juste pour rappeler ça un petit peu, qu'est-ce que tu Mais dans le fond, c'est vraiment... Le danger, c'est qu'au nom d'une belle idée, on donne le pouvoir aux plus gros acteurs économiques qu'il y a jamais eu dans l'histoire de transformer toute la planète, de marchandiser en fait la planète puis les ressources naturelles au complet. Puis on dépossède les petits joueurs de leur capacité à long d'acheter. terme, c'est ça qui va arriver. Puis, à chaque fois, si tu plugues quelque chose sur un gros marché financier avec des gros joueurs, les gros joueurs vont prendre... vont prendre le dessus. Moi, j'avais un prof de relations internationales qui disait, puis c'est vrai pour la finance, qui disait les relations internationales, c'est des petits poissons et des gros poissons, puis on n'a jamais vu de petits poissons manger des gros poissons. Donc, si tu les mets dans le même aquarium, les gros poissons vont manger les petits poissons à long terme. Fait que puis à ce moment-là, c'est que on va donner, en tant qu'environnementaliste, maintenant, on va donner les ressources, la propriété des ressources naturelles, au nom d'un marché du carbone, quelque chose d'un peu weird, on va le donner à des gros joueurs financiers. Après, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? J'ai des gros doutes qu'ils vont sauver la planète, du carbone, ça leur tente plus, puis que ça leur tente de construire des condos sur les forêts anciennes, c'est eux qui sont rendus propriétaires. Oui, c'est ça. Fait que... Puis on voit aussi à quel point le sacré de la planète est zéro respecté. Fait que s'ils vont s'approprier des terres qui sont à ce point anciennes, comme tu dis, ou même l'humain, ils vont le désacraliser. Là. Ça va pas être traité avec un respect absolu. C'est une marchandisation. C'est ça. Le système financier veut tout transformer en titre financier.
tout. Il n'y a pas de limite inhérente. C'est simple de même. C'est une équation droite-droite. Ils veulent le système financier, essentiellement, c'est des mathématiques dans des ordinateurs. Ouais. Fait qu'eux veulent tout transformer en des mathématiques dans des ordinateurs, en des 1 puis des 0 dans des ordinateurs. Puis on se trouve à être des 1 et des 0, nous aussi. Quand dans on est l'équation. un coup qu'on est rentré dans l'ordinateur, oui, on devient des 1 puis des 0. Fait que c'est vraiment dangereux parce qu'à long terme, c'est qu'on va juste donner tout le pouvoir de propriété de tout à en se fiant sur leur bonne volonté pour sauver le monde. Mais en tout cas, on va espérer qu'il y aura une intervention divine. Avais-tu une conclusion à faire par rapport à ça? J'essaie de penser à une conclusion optimiste parce qu'en général, je suis plutôt optimiste. Oui. Puis, tu sais, ça va avoir l'air niaiseux ce que je veux dire, mais moi, j'ai l'impression qu'on a peut-être plus de pouvoir. Le pouvoir de dire non est quand même assez fort, fait. Puis, tu sais, je parlais de la gauche qui dort au gaz. Moi, il n'y a pas si longtemps que ça, j'étais dans la gauche, puis je militais, puis on militait contre l'overclass financière, puis on faisait ça tout le temps. Tout le changement est tout un autre sujet. Mais je pense que le pouvoir de dire non, de voir c'est quoi la réalité de cette oligarchie-là, puis de dire non existe encore, puis le pouvoir de résistance est peut-être plus... Parce qu'au final, on est plus gros. Eux autres sont plus gros parce qu'ils ont du pouvoir, mais au final, ils sont une petite minorité de gens qui comptent sur la docilité. Fait qu'il faut s'attaquer d'abord et avant tout à la docilité à tous les niveaux possibles, puis moins il y a de docilité, moins ça fonctionne bien leur affaire, en fait. Fait que je dirais, sur une note optimiste, qu'ils sont loin d'avoir gagné, puis je pense pas qu'eux autres, de leur point de vue, ils sont comme « Hey, on a gagné, on a tout ce qu'on veut. » Je pense qu'ils sont pas du tout dans cet état-là. Je pense qu'ils sont plus comme « Ah, c'est plus difficile que ce qu'on pensait. » Oui, puis aussi, on sent une certaine urgence. Oui. Le fait qu'ils sont très, très, très rapides dans leur façon de faire les choses, même avec les années COVID, là, on a vu tellement d'erreurs grossières qui ont été faites... qui me donne l'impression qu'on leur a peut-être, nous, les complotistes, approprié, on leur a donné trop de pouvoir. Plus de pouvoir qu'ils en ont vraiment, parce que moi, je pense qu'ils ont fait plein d'erreurs. Ils ont réveillé bien du monde par leurs grossières erreurs. Et donc, c'est la preuve qu'ils ont peur. C'est la preuve qu'ils sont prêts à précipiter des choses puis faire les choses un peu tout croche. Puis c'est là que ça ouvre la possibilité, justement, à ce on se resolidarise, qu'on crée des liens, une communauté plus forte, plus solide, parce que je pense que c'est vraiment dans ça, tu viens de dire, on est plus nombreux, mais si on est tous dans l'individualité puis qu'on n'est pas dans la relation avec les autres, ben là, on est des petits joueurs tout seuls dans notre maison. Là. Exactement. Puis au final, on est le plus gros poisson. En fait, c'est ça l'affaire, c'est que c'est des petits piranhas au final, eux autres, tu sais. Fait que moi, je pense qu'il y a quand même... Ouais, c'est ça. Fait qu'il y a quand même notre matière à optimiste, dans le fond. Puis, tu l'as dit, leur empressement signifie qu'ils sont pas super à l'aise. En fait, t'es pas empressé si t'es super à l'aise puis que tu sais que ton projet va marcher à long terme. T'es empressé si t'as l'impression que t'es en train de perdre du pouvoir, de perdre l'influence. Fait que moi, c'est l'impression que j'ai. Fait que je suis d'accord avec toi, malgré tout ce que je viens de dire qui a l'air épouvantable. Ben, en même temps, merci d'avoir pris le temps de nous dresser ce portrait-là parce que c'est un sujet que je trouve intéressant. Puis j'avais pas pris la peine encore de m'attarder vraiment sur BlackRock Vanguard. J'en entendais parler. J'ai entendu un podcast avec Joe Rogan, PBD, qui en parlait. Là, je me disais, OK, il y a de l'air d'avoir de la substance. Tu es allé la chercher. Merci d'avoir fait un résumé pour nous aujourd'hui. Puis, merci d'être déplacé. C'est toujours un plaisir de te parler, Philippe. Pour ceux qui sont curieux, j'avais déjà reçu Philippe à Juste pour savoir, avec les politologues en compagnie de Joël Monzé, Christian Dufour. Un épisode, à mon avis, un des très, très bons épisodes que j'ai fait. Très bonne discussion. Vous pouvez le trouver facilement sur mon site web. Merci à tous d'avoir été là. Si vous avez apprécié le contenu que je fais, comme d'habitude, pouce par en haut, commentaire, ça aide beaucoup dans l'algorithme. Et merci Philippe d'être venu me voir aujourd'hui. Merci à toi pour l'invitation. Merci.